Hier, Respawn a décidé de changer la monétisation de son Battle Pass. Autrefois, avec 950 pièces Apex, vous étiez en mesure de jouer pour le Battle Pass au complet, donc jusqu'au niveau 110, et ce, pour toute la saison. Et bien évidemment, à la fin de la saison, vous auriez collecté suffisamment de pièces Apex pour pouvoir rejouer la prochaine saison, racheter un Battle Pass, si je puis dire, et continuer. Ainsi, il y a des personnes qui ont acheté qu'un seul Battle Pass, comme beaucoup, et qui ont sans cesse renouvelé le prochain à l'aide des pièces du précédent. Juste hier, Respawn a décidé de changer la monétisation de son Battle Pass. Et maintenant, ce n'est plus un, mais deux Battle Pass que vous allez payer dans la même saison, et vous ne serez plus en mesure de racheter vos Battle Pass avec les pièces accumulées pendant ce dernier. De manière très succincte, ce sera pas 10, mais 20 €, 10 pour chaque split de saison, que vous dépenserez si vous voulez pouvoir avoir un Battle Pass à grind. Et bien évidemment, ce sera impossible maintenant de dépenser des Apex Coins pour pouvoir débloquer ce Battle Pass. Ça passera systématiquement par la carte bleue. Salut à tous, ici Mash, et c'est la première fois que je m'exprime de la sorte sur ma chaîne, et comme vous le voyez au titre de la vidéo, je m'apprête très probablement à quitter Apex Legends en dépit de toute l'affection que j'ai pour ce titre. En février 2019, par un hasard totalement complet, un élève dans ma classe m'a proposé de venir jouer à Apex Legends, un jeu qui venait de sortir et que EA a édité. Moi je m'attendais à rien du tout, j'ai fait ok, parce que c'était quelqu'un de la classe, je me suis dit que ça serait drôle, et je m'attendais à un jeu pourri, générique, voire simplement un jeu blindé de microtransactions comme Electronic Arts ne sait que bien en faire aujourd'hui. On a donc joué cette fameuse partie ensemble, et après avoir terminé, j'ai trouvé le jeu sympa sans plus, et je suis retourné sur Counter-Strike le lendemain. Et très rapidement, le manque s'est fait sentir. J'ai senti que le jeu était trop lent, j'ai senti que ça manquait de glissade, ça manquait de saut. Il y a une dynamique que je retrouvais pas dans Counter-Strike. Et pour le coup, il n'y a rien de vraiment surprenant à cela, puisque Counter-Strike et Apex Legends sont aux antipodes sur le spectre du FPS dans le domaine du jeu vidéo. Mais ce sentiment-là, j'y suis pas étranger, parce qu'en vérité, je l'ai déjà eu la première fois quand j'ai commencé à jouer à Counter-Strike. Le truc, c'est que Counter-Strike, c'est pas du tout en fait mon genre de FPS. Je viens d'une autre catégorie. Je viens des fast FPS et des arena shooters. Ce sont des genres de FPS qui ont eu leur prime aux alentours des années 2000. Des jeux dans lesquels ça court très vite, il y a des systèmes de mouvement extrêmement poussés, les gens sont extrêmement précis, il y a besoin d'anticipation, de savoir prendre des décisions, pouvoir contrôler la carte, contrôler des objets qui apparaissent dessus, être en mesure de prédire les comportements des adversaires, c'est extrêmement compliqué à bien gérer pour la plupart des personnes aujourd'hui. Au-delà du rythme très soutenu et de la rapidité, et compris la verticalité du jeu, ce qui définit réellement un fast FPS, c'est aussi le fait que quand on commence la partie, nous commençons tous à armes égales. Les armes sont placées sur la carte, il y a des packs de santé, d'armure, et toutes les armes du jeu ont une fonction spécifique. Il n'y en a pas une qui est le duplicata de l'autre mais avec plus ou moins de dégâts, et il n'y en a pas une qui est pas utile comparée à l'autre. Deux titres phares qui ont marqué à la fois l'époque, le genre, et aussi l'industrie des jeux vidéo dans cette catégorie, c'est Unreal Tournament et Quake. Et ouais, c'est bien de là que vient la référence qu'il y a dans Minecraft quand vous augmentez le champ de vision au maximum. Aujourd'hui encore, il y a énormément de personnes qui s'accordent à dire que ce sont les styles de jeu les plus challengeants et les plus demandeurs en termes de lecture de jeu et d'aim. Pour autant, malgré tous ces honneurs, ce genre-là n'existe plus vraiment aujourd'hui. Et le seul dernier survivant de la lignée, c'est Quake Champions, qui a essayé doucement de se convertir aux normes actuelles en introduisant des légendes dans son jeu. Sans rentrer dans une histoire longue et barbante de comment est-ce que le FPS en est là où est-ce qu'il est aujourd'hui, globalement, à cette époque-là, quand il y a eu l'avènement des consoles et les premiers FPS qui sont arrivés sur console, les développeurs ont dû faire des concessions pour pouvoir adapter un style de jeu adapté à la souris pour une manette sur laquelle il y a un stick. Et cela a amené au développement de certaines solutions comme l'Aim Assist que vous connaissez aujourd'hui et qui est présent dans la plupart des jeux sur console. En revanche, cette période-là était aussi celle de la démocratisation du jeu vidéo. Avec l'arrivée des consoles, de plus en plus de personnes jouent et de plus en plus de personnes découvrent la FPS à la manette. Et parmi les concessions qui ont été faites, il y a aussi le fait de rendre les jeux plus lents. Car en effet, il ne serait pas réaliste de s'attendre à ce qu'un joueur à la manette puisse avoir la même facilité à évoluer dans son environnement qu'une personne qui est au clavier souris. Et le truc, c'est que tout ça, ça a mené vers un recul de la vitesse des FPS en général sur console, et ça a eu aussi un impact indirectement sur la vitesse des FPS sur PC, parce que on développe pour plusieurs plateformes, pas que pour le PC. Et en général, la console tire un peu quand même vers le bas la vitesse de jeu en raison de ses limitations liées à la manette. Titanfall 2, je vous le présente pas, vous le connaissez très probablement si vous jouez à Apex Legends, c'est simple, c'est le papa d'Apex Legends. C'est là que viennent tous ses assets, c'est là que viennent ses armes, et en quelque sorte, c'est une version boostée aux hormones de Apex Legends avec plus de liberté de mouvement. Même si sa vitesse dénote par rapport à ce qui se faisait dans l'industrie au moment de sa sortie, ce n'est pas une série qui pour autant entre dans la catégorie des fast FPS, même si elle s'en rapproche très grandement. Même si ce jeu a été un succès critique indéniable, la vérité c'est qu'il n'a pas été un succès commercial aussi bon. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails ayant justifié cet échec commercial, mais parmi toutes ces raisons
raison, je pense qu'il serait très probable de noter quand même la vitesse du jeu. Une autre des raisons notables pour lesquelles Titanfall 2 n'a pas eu son succès, c'est aussi pour le manque de promotion qu'Electronic Arts a fait du titre. Pour autant, comme preuve de l'effet du ralentissement de la vitesse des jeux vidéo dont je vous ai parlé, Apex Legends est un jeu qui est quand même plus lent que Titanfall et qui pourtant a réussi à avoir un succès. Et ce, en ayant subi le même manque de promotion de la part d'Electronic Arts qui n'avait même pas alloué de budget marketing au jeu au moment de sa sortie. Si je vous ai fait tout cet encart sur la vitesse des jeux vidéo et la petite histoire avec les fast FPS, c'est parce que Apex Legends a un rapport avec les systèmes de mouvement qui est très particulier. C'est un jeu qui est terre à terre, donc c'est pas un jeu dans lequel ça vole, il n'y a pas de jetpack, il n'y a pas de double saut par défaut, et pourtant c'est un jeu qui est extrêmement riche du point de vue des mouvements, et c'est ce qui va lui valoir son succès. Mais ça, vous le verrez très bientôt. Avant de passer au cœur de cette vidéo, à savoir les points positifs du jeu et les raisons pour lesquelles aujourd'hui je pense à quitter ce jeu définitivement, j'aimerais quand même vous expliquer quel type de profil de joueur Apex Legends je suis. J'ai joué depuis la sortie du jeu Apex Legends, j'ai été master à de nombreuses reprises, parfois en solo queue quand j'ai le temps. J'ai dans l'ordre des 4500 heures sur le jeu, je suis clippé ici et là sur des chaînes qui sont vachement bien cotées, aux côtés de streamers qui sont quand même plutôt connus sur le jeu, je vous laisse voir les noms par vous-même. Streamers avec qui d'ailleurs j'ai eu l'occasion de partager plein de parties en ranked sans même le savoir, en raison de notre proximité d'un point de vue du SBMM. En France, il y a peut-être Fugu, vous connaissez sûrement. NRG Mash, je suis sûr qu'il est fort, hein. Ça se trouve c'est vraiment un NRG. Et à l'étranger, ce sera Monday, Imperial Hall, The Elements et Chaotic Match. J'ai peut-être pas réussi à construire la communauté qui va avec mon niveau de jeu, ou celui du moins que je vous présente aujourd'hui, mais je pense au vu de ces quelques points que j'ai pu vous prouver, je suis tout aussi digne que de vous faire une vidéo aujourd'hui où je vous critique le jeu. Petit disclaimer, sachez que si je parle en négatif dans cette vidéo des développeurs, c'est en réalité une inexactitude de langage. La vérité c'est que je ne parle pas vraiment des développeurs, mais de ceux qui prennent les décisions pour eux. Donc ceux qui les collent sur certaines tâches, et ceux qui décident de donner de l'importance à une tâche plus qu'à une autre, ou juste ceux qui sont responsables pour la direction dans laquelle le jeu va. Personnellement, je pense que les développeurs de Respawn sont talentueux, et c'est plutôt la structure dans laquelle ils taffent qui est à blâmer dans cette histoire. Voilà, c'est tout. S'il y a un terme que j'ai envie de mentionner pour commencer cette critique, ça va être le terme de miracle. Parce que oui, le système de mouvement de ce jeu est un véritable miracle du jeu vidéo. Le feeling que ces dernières ont dans ce jeu est unique pour eux. Même si les mécaniques à proprement parler ne sont pas toutes propres à Apex Legends, je pense notamment au Bunny Hop qui est un glitch qui vient des moteurs de rendu de jeux vidéo qui existe déjà depuis l'ère de Quake, qui se trouve ensuite sur plein d'autres jeux comme tous les jeux sous source. Mais si je vous parle de miracle, c'est vraiment parce qu'il y en a plein qui sont vraiment propres à Apex Legends pour le coup. On les a jamais vus ailleurs et elles sont vraiment agréables. Juste pour vous citer quelques-unes des super mécaniques de mouvement que permet ce jeu, vous avez du Edge Slide, le Bunny Hop dont je viens de vous parler, du Wall Jump, du Tap Strafe dans les airs, du Wall Jump combiné au Tap Strafe, du Super Glide, du Super Jump, du Mental Jump, du Fatigue Jump, qui sont les plus utilisés dans les gameplays, qui arrivent à le plus facilement s'intégrer dans les gameplays. Parce qu'en vérité, des mécaniques de mouvement, on en trouve depuis plus de 5 ans, et la plupart sont extrêmement difficiles à intégrer dans du gameplay, si bien qu'il y a des sites internet sur lesquels figurent des listes qui sont absolument énormes de mécaniques de mouvement sur ce jeu. Et ce qu'il y a de génial concernant ces mécaniques de mouvement, c'est qu'elles sont toutes skillées. Il n'y en a pas une seule qui vous permet d'un claquement de doigts d'obtenir un avantage sur votre adversaire. C'est au gré d'entraînement et de répétition et d'intégration dans votre gameplay que vous finirez un jour par les maîtriser et en tirer profit correctement pendant les combats. Il n'y a aucun moyen qu'une personne se ramène du jour au lendemain et juste en découvrant une seule mécanique soit capable de l'exploiter à son plein potentiel. Et ce qu'il y a de beau, c'est qu'on est obligé de faire preuve de grande capacité d'improvisation et de créativité en même temps, en plus de la coordination cerveau-muscle pour tirer profit de toutes ces mécaniques pendant les parties. Ce n'est vraiment pas facile. Et en ce sens, c'est là que moi je me suis reconnu dans ce jeu parce que j'y ai retrouvé une certaine complexité qui est propre au fast FPS et qui m'a tout de suite titillé l'oreille. Parce qu'en vérité, combien même vous sauriez utiliser ces mécaniques à la perfection quand vous êtes tout seul, c'est complètement différent de savoir quand il faut utiliser chacune d'entre elles et quand est-ce qu'il faut aussi savoir se retenir et ne pas les utiliser. Sinon, on sera juste tué instantanément en plein combat. Donc c'est vraiment un travail d'artiste que d'être capable de pouvoir faire preuve d'autant d'improvisation et de gérer aussi bien toutes ces mécaniques ensemble pour qu'elles s'emboîtent bien, pour qu'on puisse tirer profit des environnements et des différentes situations que le jeu nous donne pendant les parties. Dites-vous que ça procure le même plaisir que de voir quelqu'un en train de faire un speedrun sur un jeu et d'être capable d'utiliser à la perfection tous les outils à sa disposition pour pouvoir vaincre ses ennemis de la manière la plus optimale, tout en sachant que la moindre erreur signifie souvent la mort. On passe au point positif suivant, la direction artistique. Le jeu est beau, les cartes sont soignées, il y a des belles couleurs, des environnements qui restent en tête, on n'a pas l'impression de jouer à un jeu générique avec bâtiment, rue, bâtiment, rue, bâtiment, rue, mais plutôt des zones qui ont toutes une identité et qui arrivent toutes à avoir leur spécificité niveau gameplay qui sont agréables. Et ensuite, comment parler du jeu sans parler du level design, qui
permet la pleine expression des mécaniques de mouvement dont je viens de vous parler. Bah oui, parce que c'est sûr qu'on n'aurait pas des environnements qui permettent autant d'exprimer le créatif des mouvements qu'offre ce jeu, qu'on aurait beau avoir toutes les mécaniques de mouvement que vous pourriez imaginer, que ça ne servira à rien sur une map complètement plate. Toujours sur la direction artistique, les armes sont soignées et créatives. Les armes de ce jeu, elles ont beau être fictives, moi j'ai l'impression qu'elles sont très convaincantes. On en vient aux personnages qui ont réussi à avoir un lore qui est très solide avec des cinématiques qui sont soignées à la sortie des personnages et qui nous permettent d'apprécier et de nous attacher aux personnages. Personnages qui sont d'ailleurs très réussis même d'un point de vue gameplay car leur simple silhouette nous suffit à reconnaître quel est le personnage qu'on a en face de nous. Ça a l'air de rien, mais cette identité, c'est ce qui fait la différence entre l'indifférence totale pour le coup que vous aurez en testant un jeu mobile générique avec des anime girls complètement oubliables qui tirent au fusil de sniper et un jeu comme Apex Legends. De plus, l'univers est plutôt cohérent et mature et aborde au travers de ses personnages des thématiques qui sont pas mal du tout pour un shooter. Je pense notamment à Revenant avec sa conscience dans un simulacrum, Loba qui perd ses parents, ou encore Horizon ayant pour but de percer les mystères de la dilatation du temps pour retrouver son fils après la trahison d'une chercheuse lors d'une orbite autour d'un trou noir qui finira elle aussi intégrée de force dans un simulacrum sous la forme de H. Globalement, l'univers est plutôt mature et la manière dont les personnages sont développés est très agréable à suivre. On n'a jamais l'impression à chaque saison quand on a un personnage qui arrive qu'il a juste spawn comme ça sur la carte, que c'est un nouveau-né et qu'on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il a d'intéressant à raconter ou quel est son passé ou son futur. C'est très facile de s'y attacher et ça aide beaucoup pour l'identité du jeu. On en vient maintenant au gunplay. Les armes sont belles et ont du punch. Les différents types de munitions sont plutôt bien choisis. Il n'y en a pas trop, mais juste assez pour équilibrer les armes durant les parties. Le système de soins est simple et efficace. Et surtout, il y a une mécanique de shield swap qui est absolument géniale et qui permet de toujours rester en action pendant la partie. Les combats sont nerveux et ne poussent pas à la camp. Le TTK est aussi génial car il nous évite de mourir quasiment instantanément comme c'est le cas sur Call of Duty. On a le temps de recevoir un tir et de se rendre compte d'où vient la cible et d'aller se cacher. Et d'ailleurs, le fait que le TTK soit suffisamment lent ou long par rapport à Call of Duty, ça fait que ça évite ce genre de gameplay à distance où il suffit d'avoir un tir réussi sur quelqu'un de loin pour réussir à choper le kill. D'ailleurs, la première remarque que les joueurs de Call of Duty font en découvrant Apex, c'est de nous dire qu'ils n'ont pas assez de balles dans les chargeurs pour pouvoir mettre à terre quelqu'un. You could shoot pretty straight in Warzone. That had to mean something, right? Well, maybe not, because after that, things went downhill pretty fast. I quickly realized that people had a lot of health, and the gun magazines had almost no ammo. Et ce qu'il y a de bien avec ce gunplay, c'est qu'on peut toujours avoir quelque chose à faire pendant les parties, même pendant les moments de soin. Aller se soigner, c'est prendre de la vitesse, courir, glisser, sauter, sortir une cellule ou une batterie, faire des petits bonds pour aller se cacher quelque part. On n'est jamais planté là à juste se mettre un kit de soin ou à se mettre une batterie. Donc voilà, c'est pour toutes ces sollicitations-là que le jeu demande aux joueurs que je trouve que ce gunplay est vachement riche et unique. Maintenant, je m'attaque à la partie négative de cette vidéo, qui sera la plus grosse. Mais en même temps, je suppose que vous en doutiez après que j'ai fait autant d'éloges du jeu. Et dites-vous bien que si je suis resté aussi longtemps sur le jeu, c'est parce que ces quelques points positifs dont j'ai pu vous parler sont si vrais et pèsent tellement dans la balance, particulièrement le gunplay et le système de mouvement, que je pouvais pardonner énormément de ratés de la part de Respawn et d'Apex Legends pendant toutes ces saisons. Salvo is a syndicate world now. Salvo is a free world! No matter who's flag! Je m'attaque au plus gros éléphant dans la pièce, à savoir le destin du système de mouvement de ce jeu. Il faut que vous sachiez que le système de mouvement de ce jeu n'est pas que pour moi l'une des raisons principales pour lesquelles je trouve que Apex Legends est génial. Il y a des branches énormes de la communauté, que ce soit sur YouTube ou Reddit, qui dédient leur temps à de la recherche, de l'étude, du partage et de l'amélioration de mécaniques de jeu existantes. Et c'est vraiment du travail qui est limite scientifique, hein. Ils vont dans les fichiers du jeu, ils fouillent, c'est un travail colossal, vous vous en rendez pas compte comme ça. En revanche, au fur et à mesure qu'on découvrait de plus en plus de mécaniques de mouvement, Respawn Entertainment n'a jamais communiqué sur est-ce que c'est légal entre guillemets ou pas, est-ce que c'est autorisé dans leur jeu ou est-ce que c'est bannissable. Il y a toujours eu un flou à ce sujet qui a duré pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Et le truc c'est que, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo quand je parlais des points positifs associés à ce système de mouvement, c'est que c'est pas juste un bouton, t'appuies dessus et t'as la nouvelle mécanique, c'est vraiment de l'apprentissage, de la mise en pratique régulière qui fait qu'à la fin on est capable de faire ce qu'on fait avec les mécaniques de mouvement de ce jeu. Et donc quand on doit s'investir dans un travail aussi important que celui d'apprendre et intégrer des mécaniques de ce genre à son gameplay, on a quand même envie de savoir si on s'investit dans quelque chose qui sera encore là dans un mois ou deux, ou est-ce que ça va se faire patch à la première occasion pour X ou Y raison. En plus de ça, on y met aussi notre compte en jeu, parce qu'on ne sait pas vraiment si c'est bannissable ou pas. On ne sait pas si on va se faire ban pour avoir utilisé des mécaniques de mouvement qui, je vous le rappelle, sont à la base des exploitations de failles et de bugs que le jeu offre, et qui n'étaient donc pas voulues à la base. Ça vaut
autant d'ailleurs pour le mouvement que pour la mécanique de shield swap, hein, pour l'anecdote. Hein, la mécanique de shield swap n'aurait jamais dû exister sur Apex. Salut, c'est moi du futur. Alors, dernier petit ajout, il n'y a pas que la mécanique de shield swap qui est un bug du jeu, il y a aussi la mécanique de se looter en bougeant. Ça n'aurait jamais dû être prévu de base dans Apex Legends et c'est un bug. Voilà, je vous laisse reprendre la vidéo. Donc quelque part, toute cette incertitude était aussi liée au fait que la philosophie de base du jeu était un gameplay plus posé que Titanfall. Le but, c'est de faire un jeu plus terre à terre et un jeu qui se rapproche plus entre guillemets d'un Call of Duty que d'un Titanfall. Et c'est pour ça que les développeurs ne se sont jamais vraiment exprimés sur le sujet et n'ont jamais donné une réponse finale. Parce que quelque part, ils étaient toujours entre deux chaises, à savoir profiter de l'audience que rapporte ce système de mouvement sur le jeu, mais en même temps, éventuellement, supprimer certaines parties de ce système de mouvement, voire le retirer complètement, pour faciliter l'expérience à certains joueurs. Et je suis sûr que la décision qui a été prise, ça a été une décision avant tout financière, à savoir si le jeu était dans une phase de déclin en raison du système de mouvement, alors ils auraient très probablement pris la décision de le supprimer complètement. Mais là, ils ont juste laissé un flou pendant longtemps, jusqu'à voir comment va la tendance du jeu, avant de prendre une décision. Il y a deux prises de parole que Respawn a faites sur le sujet, et la première, c'était la suppression d'une mécanique de mouvement, comme ça, de nulle part. Le punch boost, pour ceux qui ne l'ont pas connu, c'était une mécanique qui nous permettait dans les pentes de simplement utiliser des attaques de mêlée, donc des coups de pied, des coups de poing, contre le sol pour pouvoir se pousser beaucoup plus vite dans les pentes et glisser beaucoup plus vite. Ça exploitait une feature / bug du jeu qui est bien connue, à savoir quand vous donnez un coup de poing ou un coup de pied dans quelque chose, vous êtes repoussé en arrière. Même si je peux comprendre que c'est la mécanique de mouvement la moins skillée qui puisse avoir existé sur Apex Legends, elle avait quand même le mérite d'exister et de produire un certain fun que les développeurs eux-mêmes avaient du mal à ajouter à leur propre jeu. Et c'est pas comme si leur contenu était suffisamment régulier et les ajouts et patchs etc. pour pouvoir justifier d'une telle prise de décision drastique au moment de la sortie ou de la découverte de ce glitch. Cerise sur le gâteau, le jeu traversait à cette époque-là une époque vraiment sombre. Il y avait très peu de contenu qui était ajouté au jeu et le peu qui était ajouté n'était pas folichon. En plus de bugs majeurs qui étaient traînés par le jeu depuis des mois et qui n'étaient pas du tout fixes par les développeurs. Donc de manière bête et méchante, il n'y avait pas de truc très fun à faire sur le jeu à ce moment-là. Les joueurs trouvent leur truc fun à faire sur leur jeu et les développeurs pointent enfin le bout de leur nez et c'est pas pour fixer le jeu ni pour ajouter des trucs fun mais plutôt pour retirer le truc fun qui était trouvé. Cet événement-là, si je vous en parle, c'est plus pour témoigner d'une certaine prise de conscience que beaucoup de joueurs ont eu à ce moment-là parce qu'ils se posent vraiment la question du coup de est-ce que ça vaut le coup que je m'investisse à apprendre des mécaniques de mouvement si c'est pour qu'elles finissent supprimées comme ça à jour sur une décision qui plus est un peu arbitraire puisqu'on ne partage pas avec la communauté la pensée et le raisonnement qui fait que l'on définit cette mécanique comme étant moins acceptable que toutes les autres qui puissent exister dans le jeu. Mais comme je vous ai dit, au départ c'était vraiment parce qu'ils avaient une certaine philosophie de leur jeu, au-delà de l'aspect financier. Et ça s'est perdu avec le temps à mesure que des têtes pensantes et des créateurs qui étaient là au tout début d'Apex Legends ont progressivement quitté les locaux de Respawn. Locaux qu'ils ont d'ailleurs quittés pendant cette période sombre dont je vous ai parlé. Respawn Entertainment était en train de se restructurer parce qu'ils étaient en train d'ouvrir de nouveaux locaux, car pour la petite histoire, ils n'avaient que très peu d'effectifs au moment du lancement d'Apex Legends et ne s'attendaient vraiment pas à ce succès fulgurant. Seulement, EA étant leur éditeur, ils ont flairé le bon filon et c'est là qu'ils ont commencé à mettre leur nez dans le sujet. Ce qui avait fait le succès de Apex Legends au départ, c'était en quelque sorte la carte blanche qu'avaient les développeurs, car aucune directive n'avait vraiment été donnée à Respawn Entertainment si ce n'est de faire leur jeu qui leur plaît. En revanche, ils n'avaient vraiment pas eu de budget marketing. Et évidemment, quand il y a des passionnés qui se retrouvent face à un géant qui veut juste pouvoir traire la licence au maximum, eh bien les têtes pensantes s'en vont. Et c'est là qu'on assiste progressivement à la naissance d'une philosophie anti-mouvement mais pas totalement assumée dans le jeu. Et ce phénomène a commencé premièrement avec la sortie de légendes anti-mouvement. On a par exemple Crypto dont l'ulti stun tout le monde dans un rayon qui est absolument gigantesque et ça traverse les murs. On a Seer qui avec son Q arrive à t'arrêter dans ta course et arrêter tes soins, arrêter tout ce que tu fais. On a Ash qui avec son Q aussi, s'il t'attrape t'es bloqué pendant plusieurs secondes dans une espèce de cercle où tu peux pas courir ni t'enfuir non plus. Et quand ce sont pas des légendes anti-mouvement, ce sont des légendes qui sont là pour ralentir le jeu ou le garder à distance. Quand je dis ça, je pense notamment à Catalyst qui arrive à renforcer des portes ou même à en créer quand elles sont détruites, ou à Watson qui peut mettre un nombre incalculable de pièges partout et en complément un ulti qui nous empêche d'envoyer des grenades pour les déloger. On a Caustic qui est resté méta pendant très longtemps avec des pièges qui sont infernaux, qui font super mal, et un ulti qui est encore plus imprévisible et qui faisait très mal aussi. Plus tard, on a eu Ballistic qui a un sort dont le but est juste de t'empêcher de tirer, littéralement. Au bout de 2-3 tirs, tu surcharges, tu prends des dégâts, plus tu peux plus tirer pendant quelques secondes. Au niveau des armes, c'est pareil, on a eu l'ajout de la Rampage. La Rampage, c'est une arme qui nous permet de détruire les portes quand on met une Thermite dedans. Et le problème avec ça, c'est que les joueurs mouvement utilisent énormément les portes, c'est extrêmement important pour eux. Pouvoir savoir quand est-ce qu'ils peuvent se cacher derrière une porte, attendre qu'elle se brise, en ouvrir une, en refermer une autre, induire en erreur avec les portes, éventuellement les utiliser aussi comme des structures sur lesquelles grimper. Il y a énormément d'usages
l'avantage qu'on peut faire des portes quand on est un joueur mouvement, et le fait de rajouter une arme qui soit en mesure de les détruire sans la moindre indication visuelle ou sonore, c'est un bras d'honneur énorme qui a été mis aux joueurs mouvement ce jour-là. La philosophie anti-mouvement continue aussi sur le design des cartes, des points d'intérêt des cartes qui sont de plus en plus séparés par des grandes étendues vides, et même sur les points d'intérêt, on a de plus en plus de murs qui sont en diagonale, donc sur lesquels on ne peut plus grimper ou faire des wall jump. Je précise que le wall jump, c'est quand même la base dans la catégorie des mouvements. Fragment West, c'est le bâtiment qui a été le plus aimé par les joueurs en raison des possibilités de mouvement qu'il donne. Il y a des ziplines, c'est petit, ça va vite, plusieurs étages, il y a des murs, c'est dynamique, toutes les mécaniques de mouvement peuvent être exploitées dans ce bâtiment. Cependant, ce bâtiment-là était victime de son succès. En effet, les joueurs droppaient tous sur le même bâtiment en début de partie, ce qui délaissait énormément du reste de la carte. Mais plutôt que de s'inspirer de ce bâtiment-là pour essayer de créer des bâtiments tout aussi intéressants d'un point de vue gameplay sur le reste de la carte, attention, je ne parle pas de copier-coller, je parle d'inspiration, ils ont préféré le retirer et le replacer quelque part dans la carte qui est très inintéressant pour les joueurs car personne n'a envie d'aller dans un coin aussi loin du centre de la map. Mais ça encore, c'est une des dernières mesures qui a été faite par Respawn concernant les bâtiments anti-mouvement. Parce qu'en fait, avant ça, on a quand même eu 2 maps supplémentaires. On a eu Storm Point et on a eu Broken Moon. Et ce qu'on peut constater, c'est que plus de nouvelles maps sortent et moins elles sont permissives niveau mouvement. Le seul vrai truc compatible avec les mécaniques de mouvement qu'on a pu voir sur ces 2 cartes, ce sont les Gravity Cannon de Storm Point. Les Gravity Cannon de Storm Point nous permettaient d'aller dans des directions qui n'étaient pas normalement prévues par le Gravity Cannon. Et ça rendait les parties super fun, parce qu'on n'avait pas un contrôle total sur la zone vers laquelle on se dirigeait, et c'était suffisamment marrant pour pouvoir se tirer d'affaire quand on était poursuivi par des gens. Et en plus de ça, ça nous permettait de choisir la direction dans laquelle on voulait aller, parce que la vérité c'est que ces maps-là sont gigantesques, ça prend des plombes à traverser à pied. Et si on n'a pas une mécanique pour pouvoir les traverser en diagonale très rapidement, c'est difficile de toujours être en train de courir après des combats et toujours avoir de l'action sur des cartes aussi grandes. Surtout pendant les pubs, où tout le monde a tendance à quitter relativement tôt. Pour Broken Moon, ils ont fait quelque chose de différent, ils ont mis en place les zip rolls. Ça vous permet très facilement et rapidement de vous déplacer d'un point d'intérêt à un autre sur la carte. Sur le papier, ça a l'air bien, mais la vérité c'est que on vous entend extrêmement bien quand vous les empruntez, et pour peu que les personnes sachent vous viser, vous êtes une proie facile quand vous êtes dessus. Et le pire dans tout ça, c'est que les chemins parcourus par ces zip rolls sont parfois en zigzag. Il y a des moments où vous ne savez même pas ce qui vous attend à gauche à la fin d'un couloir, ou à droite à la fin d'un autre zigzag. Et énormément de fois, il y a des personnes qui s'amusent juste à camper là, ou à traîner dans ces zigzags, et à attendre que le poisson se ramène pour pouvoir le cueillir. Donc en quelque sorte, à chaque fois que vous empruntez ces zip rolls dans des endroits qui sont en zigzag, vous faites quand même le pari de ne pas vous faire tirer dessus par des personnes qui seraient en train de camper, ou juste des personnes attentives qui sont là à attendre que quelqu'un vienne sur les zip rolls. Et ça, sur un jeu qui présente déjà autant de hasard qu'un Battle Royale, c'est vraiment pas génial. En théorie, sur PC au clavier souris, ce n'est vraiment pas évident de traquer et tirer sur quelqu'un qui est sur ces zip rolls tellement on va vite dessus. Mais c'est sans compter sur les manettes qui changent vraiment la donne. Et ça me fait une transition parfaite aussi pour vous parler du sujet des manettes dans la thématique de la philosophie anti-mouvement non assumée de Respawn. Parce que oui, en parallèle de toutes ces pertes là que je viens de vous lister au regard du design du jeu, les joueurs manettes, eux, ils bénéficient d'un aim assist qui est particulièrement puissant et qui a choqué plus d'un joueur manette découvrant pour la première fois la puissance de ce dernier en terrain de jeu. Et surtout, on découvrira avec le temps que la puissance de l'aim assist est indexée sur le framerate auquel les gens jouent. Et autant vous dire que les joueurs PC à la manette à 299 FPS sont servis comme jamais d'un point de vue de l'aim assist. Vous gagnerez pas un combat en close range contre eux. Et si vous croyez que c'est que de la mauvaise foi de ma part, eh bien, il suffit de regarder la scène e-sport. Aujourd'hui, on a 80% de joueurs manettes sur ce jeu pour 20% de joueurs PC. Et là, vous demandez sûrement, mais Mash, pourquoi tu nous parles des manettes? C'est quoi le rapport avec les mouvements? Bah, le truc, c'est que l'aim assist étant un logiciel et non un humain, il ne connaît ni confusion, ni difficulté à suivre une cible. Vous avez beau tap, strafe ou wall jump ou faire n'importe quelle technique de mouvement devant la personne, que pour peu qu'il sache à peu près orienter son curseur, l'aim assist va finir le taf pour lui. Et ça, c'est particulièrement vrai quand il y a énormément d'effets à l'écran. Vous savez que Apex Legends, c'est un jeu qui souffre aussi d'un problème dont je vais vous reparler plus tard dans cette vidéo, mais on a une pollution visuelle permanente, que ce soit avec les sorts et les notifs dans tous les sens. Et quand on a tout ça à l'écran, en tant que joueur humain qui contrôle soi-même son curseur, c'est vraiment une autre paire de manches que d'essayer de toujours traquer la cible, comparé à la manette qui, elle, ne ressent jamais de fatigue, qui ne ressent jamais de déconcentration, de pollution visuelle ou de difficulté à analyser une image qui est souvent blindée d'effets qui servent à rien du tout. La seule parade encore disponible et qui est difficile à exécuter, c'est de réussir à passer par-dessus la tête des joueurs manettes pour qu'ils aient à tourner sur eux-mêmes, et vu que la rotation au stick peut être lente, c'est là qu'on en profite pour se créer un avantage. Mais ça reste vraiment très situationnel, et surtout depuis que les cartes sont moins permissives niveau mouvement, ça devient carrément plus possible. Accessoirement, le joueur en face n'est pas bête non plus et connaît cette méthode, et surtout le niveau des joueurs en face augmente avec le temps. Donc je suis désolé de vous décevoir, mais une bonne capacité à traquer sera toujours supérieure au mouvement dans ce jeu. Et je comprends que les spécificités des manettes font qu'ils ont besoin de ce boost en plus, là, de cet aim assist. En revanche, c'est dégueulasse que les lobbies soient mélangés. J'aimerais que vous posiez votre manette et que vous
vous reculiez d'1 mètre de votre écran et que vous réfléchissiez sérieusement à la phrase suivante. En tant que joueur PC, quand on joue à Apex Legends et qu'on voit un ennemi au loin, la première chose qui nous traverse l'esprit, c'est pas de savoir quel est son personnage ou son arme, mais d'essayer de troller un peu le gars pour savoir si le gars a une manette ou un clavier souris. Et quelque part, c'est aussi ce constat qui est un peu responsable de l'explosion des third parties sur le jeu. Le fait que l'on attende qu'une équipe soit en train de se battre avec une autre pour pouvoir s'insérer dans le combat et essayer de rafler les deux. À ce stade de la vidéo, vous pensez peut-être que niveau mouvement, on a touché le fond, mais à vrai dire, c'est encore que la partie qui est sympa de l'histoire. Parce que la vérité, c'est que depuis que Apex Legends est sorti également sur Steam, les joueurs manettes ont maintenant aussi accès à ce qu'on appelle les Steam Configs. Les Steam Configs, en très gros, qu'est-ce que c'est? Ce sont des options disponibles sur Steam au moment du lancement des jeux si jamais on a envie de mapper des macros. Donc par exemple, si on a une série de touches qu'on a envie de mapper sur une touche de manette, eh bien on peut le faire à l'aide des Steam Configs. Et c'est extrêmement permissif, ça nous permet de choisir les boutons sur lesquels on appuie, le délai entre chaque pression, c'est extrêmement riche comme outil. Et c'est là pour permettre à quelqu'un qui jouerait aux jeux vidéo à la manette de pouvoir faire les mêmes pressions de touche que quelqu'un qui serait au clavier souris. Et bien que le médiocre anti-cheat du jeu ait énormément de mal à détecter des choses aussi basiques que des macros sur Apex Legends qui sont pourtant interdites, et ça a été annoncé par les développeurs, les Steam Configs eux demeurent acceptés. Et je vous assure qu'il y a des mécaniques, elles sont absolument dingues, qui vous permettent d'avoir des mouvements absolument erratiques, et puisqu'ils bougent dans tous les sens et qu'ils sont impossibles à toucher, eh bien ils peuvent en plus de ça bénéficier de leur aim assist qui leur permet de parfaitement traquer leur cible. Et si je vous parlais au début du fait que les mécaniques de mouvement de ce jeu sont skillées et sont loin du type de mécanique où t'as juste appuyé sur un bouton pour pouvoir te créer un avantage conséquent dans le jeu, là malheureusement on est vraiment loin de cette philosophie avec ces Steam Configs. Alors ok, c'est vrai, tout le monde n'utilise pas aujourd'hui les mécaniques de mouvement à la manette avec les Steam Configs au maximum de leur potentiel, mais il y a quand même suffisamment de monde qui s'en servent pour tomber sur des profils relativement étranges pendant les parties qui ont de quoi surprendre. Et c'est particulièrement le cas quand vous avez un SBMM qui est haut. Et de la même manière que Respawn avait gardé le silence à l'époque quand il s'agissait de nous dire est-ce que c'est acceptable ou pas d'avoir toutes ces mécaniques de mouvement là dans le jeu, eh bien Respawn fait de même aujourd'hui avec ces histoires de Steam Configs et de manettes. Ils ne disent rien du tout, et pour le moment la communauté autour de ces Steam Configs se développe. Et ça ne m'étonnerait pas du tout d'ici quelques mois, quelques années, que le phénomène soit encore beaucoup plus répandu qu'il ne l'est aujourd'hui. Il faut juste laisser le temps à la communauté pour s'emparer des outils de la même manière qu'ils ont demandé du temps pour pouvoir s'emparer des mécaniques de mouvement au clavier souris. Je vous ai parlé tout à l'heure de la première fois où Respawn a réagi aux mécaniques de mouvement en bannissant le punch boost. Et bien la deuxième fois qui sera la dernière, ça sera pendant des trailers de lancement de saison où ils auront clairement mis en scène des wall jump et autres usages de zipline pendant leur trailer. Et ça se sera limité qu'à ça. Quelque part, on peut interpréter ça comme un point positif, comme si Respawn intégrait ces mécaniques-là à leur jeu au final, mais la vérité c'est que leur intégration pose vraiment de sérieuses questions. Un petit point cependant que je n'ai pas mentionné, c'est qu'il n'y a en réalité pas eu 2, mais 3 fois que Respawn a fait ou dit quelque chose en rapport avec les systèmes de mouvement. C'était lors du début d'une nouvelle saison, sans même le mentionner dans aucun patch note, ils ont décidé de retirer le tap strafe, alors que c'est une des mécaniques les plus populaires sur le jeu. Bien évidemment, la communauté était furieuse d'apprendre les nouvelles, et pour le coup c'est normal, car après avoir passé autant de saisons à intégrer dans son gameplay une mécanique de mouvement de la sorte, ça fait quelque chose de se la faire retirer, et le jeu a l'air vachement fade sans. I can't tap strafe? Oh yeah, for sure. Like if this is real, I'm just quitting. I'm not playing anymore. Respawn ont donc cédé sous la pression et ont fini par rétro-pédaler et remettre le tap strafe tel qu'il était. Pour moi, cet événement témoigne de deux choses. La première, c'est que Respawn s'en fiche un peu de ce que pensent les gens et ils ont vraiment envie d'imposer leurs règles dans le jeu. Vous me direz, c'est peut-être normal, c'est leur jeu et pas le mien, mais quelque part, ça témoigne d'un gros décalage entre ce que la communauté apprécie dans le jeu et la vision qu'ont Respawn dans leur propre jeu pour que, après tant de saisons et tant d'années, ils soient encore capables de remettre en question un fondamental comme le tap strafe. Et c'est pour toutes ces raisons-là que je considère le système de mouvement et surtout le système de mouvement clavier-souris à l'avenir vraiment incertain sur ce jeu. Et globalement, je note une tendance à rendre le jeu anti-mouvement pour les personnes qui jouent au clavier-souris. Que ce soit les armes, les sorts, le design des cartes, je vois qu'il y a vraiment un déclin du système de mouvement sur le jeu. Le son sur Apex Legends a toujours été désastreux et a des bugs depuis la sortie du jeu. Des bugs où il y a des sons qui ne se lancent pas, on peut avoir des ennemis en face de nous ou derrière nous qui sont en train de marcher où on les entend pas marcher, parfois on les entend même pas tirer, certains qui peuvent atterrir juste à côté de nous sans qu'on ait de bruit de chute, mais ironiquement il y a un bug qui est resté là pendant des mois et des mois sans être fixe, des deathbox qui font un bruit de chute à l'infini qui est assourdissant. Comme si c'était pas suffisamment ironique comme situation de ne pas entendre les personnes à proximité de nous. Il nous arrive en revanche d'entendre parfois des personnes qui sont à l'autre bout de la carte en train d'utiliser des réplicateurs.
et qu'on ne devrait naturellement pas entendre. Pareil pour des bruits Darkstar qui nous passent à côté des oreilles. Cái gì đây? Rockstar. C'est limite devenu un mème sur le jeu de parler du son. Parce que énormément de fois pendant les combats, vous allez vous retrouver dans des situations inattendues juste parce que le jeu ne vous a pas donné d'indication sonore. Respawn a mis un temps fou avant de communiquer sur le sujet, et quand ils ont pris la décision de le faire, ils ont annoncé qu'ils allaient travailler avec des membres de la communauté qui ont travaillé sur le sujet du son et essayer de lister les problèmes qui étaient associés au système de son du jeu. Mais après ça, ils n'ont plus jamais donné de nouvelles, et ça fait maintenant facilement quelques années qu'on est toujours dans le même flou qu'au début. À mon avis, je pense qu'ils ont juste abandonné la quête de régler le son sur ce jeu, ils ont considéré ça comme une cause désespérée, et y a qu'à voir comment est-ce qu'ils communiquent. Pile au début du projet, ils ont déjà communiqué sur le fait qu'ils allaient régler les problèmes de son, et depuis, on n'a plus une seule nouvelle sur l'avancée du truc. L'origine du problème en vrai, c'est que leur jeu tourne sur une version modifiée de Source Engine, et le moteur audio de Source Engine est normalement prévu pour des cartes qui sont petites. En l'occurrence, ici c'est un Battle Royale, c'est des cartes à très grande échelle. Mais même avec ça, de mon point de vue de modeste développeur, je ne crois pas ce qu'il y a de si difficile à refaire un moteur audio, même si ça doit être une surcouche par-dessus le jeu. J'avais même commencé en plus à recoder le moteur audio d'Apex, mais j'avais arrêté par faute de temps et aussi parce que flemme. Mais dans le cas d'une entreprise comme Apex Legends qui engendre des chiffres d'affaires aussi colossaux, j'ai l'impression qu'ils ont largement le moyen de refaire ça. Et un autre élément qui est pour moi un témoin de la déconnexion qu'il y a entre Respawn et les joueurs vis-à-vis du système de son, c'est lorsqu'ils ont mis à jour les animations de soins du jeu. Ils se sont permis de rajouter des bruits de basse qui sont bruyants sur toutes les batteries et kits Phoenix du jeu. Et même s'ils ont un peu réduit ça par la suite, c'est toujours là. On a toujours un bruit dans les oreilles quand on est en train de se soigner, qui nous prive d'entendre efficacement nos environs. Déjà que de base, le système audio n'est pas génial. Pareil, quand on devient kill leader, l'animation fait un bruit monstre, ça devient limite une corvée de devenir kill leader si on est en plein combat. Surtout quand vous vous dites qu'on peut devenir kill leader plusieurs fois pendant la partie. Parce que oui, quelqu'un peut vous dépasser en nombre de kills et vous pouvez le redépasser ensuite. Donc voilà, le son pue et j'ai pas l'impression qu'ils sont en voie de régler le problème. Et plus particulièrement, quand on voit le profil capitaliste d'Electronic Arts, je n'ai aucune impression qu'ils vont se mettre à investir des moyens pour régler ce problème de son, surtout quand on sait que le plus haut pic de popularité du jeu est derrière nous. On en vient donc à la section qui sera dédiée à l'équilibrage du jeu. S'il y a un truc que m'a appris l'équilibrage de ce jeu, c'est qu'il existe pire que Nintendo avec Smash Ultimate pour équilibrer les jeux. Bon, je vous apprends rien en vous disant qu'ils ont l'habitude de sortir des légendes et des flingues qui sont totalement OP en début de saison. Ça pousse les gens à venir et à racheter des nouveaux persos, éventuellement à essayer la nouvelle arme, se sentir fort un petit moment parce qu'ils arrivent à faire des kills avec, alors qu'il n'y a rien de vraiment impressionnant à pouvoir réussir à faire des kills avec une tête nucléaire entre les mains. Ça a été le cas pour la Volt, ça a été le cas pour la Rampage, pour le 30-30, ça a été le cas pour la Nemesis, le bot check aussi. À chaque fois qu'il y a une arme qui sort, c'est la même chanson. Et pour les personnages, c'est encore pire, et ils dosent encore moins bien qu'avec les armes. Par exemple, Seer, quand il est sorti, c'est un personnage qui est complètement aux antipodes de la philosophie de base du jeu. C'est un personnage qui, avec son tactique, peut te stun dans ta course un instant, t'aveugler, annuler un soin que t'es en train de t'administrer, montrer ta silhouette à travers le mur à tous tes coéquipiers, et afficher ta barre de vie et de shield. Manquerait plus que le sort te déshabille en fait. Ah, et aussi le rayon d'action, c'est un cône le bousier, hein. Donc toutes les personnes qui sont dedans se font choper. Et le pire, c'est que c'est combiné à un passif qui est tout aussi puissant. Le gars, juste en maintenant un clic droit, il peut savoir en permanence où est-ce qu'il y a des gens autour de lui à 360 degrés. À ce stade-là, remettez dans le jeu le viseur Wallach de Black Ops 2, ça ira plus vite en fait. Oh là là, regardez-moi ça, je sens que ça va être très skill et oh là 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 là. Bro, that. Oh my god. Bro, it's like a guaranteed kill. Et ce qui est de moche avec ça, c'est qu'en plus d'être relativement médiocre du point de vue gameplay, ça rend obsolète des personnages. Qui a encore joué Bloodhunt pendant cette période, par exemple? Pareil avec la sortie de Newcastle. Qui utilise encore Lifeline? D'autant plus que les cartes étaient de plus en plus des étendues vides, et donc on avait 2 fois plus de raisons d'utiliser un Newcastle plutôt qu'une Lifeline. Juste parce qu'il est en mesure de poser des murs et des protections, et d'être protégé quand il revive quelqu'un, et de le déplacer. La baisse en qualité des personnages n'est pas que au niveau de l'équilibrage, mais aussi de leur narration. Alors faut quand même relativiser, parce que la direction artistique et la narration des personnages, c'est
probablement ce qui se porte le mieux dans le jeu actuellement. Malgré tout, on constate une baisse de l'intérêt qu'ont les gens pour les Story from the Outlands qui sortent. Pour autant, leur qualité graphique et de réalisation n'a pas baissé avec le temps. Simplement, la qualité de la narration rend les personnages moins convaincants ou moins intéressants. Et s'il y en a 3 pour moi qui cochent cette case, c'est Catalyst, Conduit et Rampart. Conduit touche un liquide radioactif qui est resté là après l'explosion d'un titan qui a sauvé sa famille, et bam, conclusion, elle va dans les Apex Games. Catalyst c'est pareil, elle touche un liquide noir après avoir été dans une espèce d'usine, et boum, elle est dans les Apex Games. Va savoir pourquoi. Rampart s'embrouille avec des gens dans la rue, et à la fin, Blisk vient lui filer une carte pour aller dans les Apex Games. Va savoir pourquoi. Je veux dire, j'imagine qu'il y a peut-être une raison, mais à moins que tu sois complètement investi dans le lore du truc qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui fait, c'est casse-pied de suivre l'histoire. Et de manière générale, ce qu'on constate surtout, c'est qu'ils ont du mal à faire des histoires qui se suivent encore dans le temps. C'est toujours des one-shots, donc une histoire qui commence pour le lancement de la saison et qui est terminée au moment où le personnage est intégré dans le jeu. Alors que pour les anciens trailers, c'était récurrent d'avoir des personnages qui réapparaissaient plusieurs fois dans les histoires, et c'est bien pour ça que leur histoire la plus populaire, c'est celle de Revenant et de Loba. Mais tu sens quand même qu'il y a un gros downgrade quand tu passes de l'histoire de Revenant avec Loba ou même Horizon, qui ont tous des histoires qui sont bien faites, qui sont bien racontées, et d'ailleurs si vous les avez pas vues, je vous invite à aller les voir, à l'histoire de Catalyst où il se passe strictement rien pendant 75% du trailer, qui donne juste l'impression qu'il a été fait uniquement pour pouvoir placer la phrase que Catalyst est un personnage trans en plein centre. Et ça a juste l'air super forcé, je veux dire, des personnages avec des sexualités qui sont différentes de juste hétérosexuels, il y en a 40 000 dans le jeu, et tu sens clairement que c'est juste de la culture d'entreprise, un équivalent du greenwashing, mais pour les minorités quoi. Le Story from the Outlands, on dirait, il est même plus basé sur le fait de développer le personnage, mais plus de ramener une communauté vers le jeu. Et que globalement, ils ont juste envie de profiter de l'opportunité et de s'accaparer de la sympathie de ces personnes. On peut voir ça juste comme un choix marketing comme un autre, mais quand on considère l'importance qu'a la direction artistique dans le succès aussi du jeu, en fait c'est tellement terre à terre et d'actualité ce qu'il y a dans le trailer, que ça me ferait le même effet bizarre que de voir un panneau publicitaire pour Pepsi ou McDonald's, ou une opinion politique d'actualité, j'en sais rien, même si elle est noble, sauver les Ouïghours, ça serait bizarre de voir ça dans le trailer. Ça casse l'immersion quoi. Alors qu'on est quand même dans le futur, et qu'il y a 40 000 trucs qu'on peut raconter, que c'est l'univers de Titanfall, bref. D'ailleurs, vu que je suis encore dans le sujet des minorités, j'en profite pour mentionner ça rapidement. Ça fait vachement bizarre de voir qu'ils ont le temps de produire des badges à arborer sur nos profils pour représenter les minorités, mais qu'ils n'ont pas le temps de produire des badges dont on aurait besoin pour avoir de nouveaux défis sur le jeu à faire qui sont atteignables, parce que pour beaucoup de monde, le 4K 20 kills, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile aujourd'hui comparé à avant. C'est comme si le jeu était sur une autoroute à la vitesse max avec le tableau de bord qui est en train de clignoter de toutes les couleurs, et le seul réflexe qu'ils ont, c'est de coller des stickers par-dessus les LED rouges qui s'allument. Fin de la parenthèse. Pour finir sur la direction artistique, quelque chose que je disais que je saluais énormément, c'était la cohérence de l'univers. À savoir qu'on n'est pas des délires équivalents à Cardi B qui fait une émote après avoir tué Groot des Gardiens de la Galaxie ou Thanos qui tue une banane, mais on commence à constater des petites déviances. La dernière fois, on a eu un événement de collection de Final Fantasy et les gens ont pu acheter un heirloom qui est l'épée de Shulk. Rien que ça. Alors ok, ils ont quand même réussi à rendre le truc à peu près clean, j'ai pas l'impression de juste avoir un modèle 3D qui est tiré de Final Fantasy dans le jeu, mais quand même, c'est un premier pas qui est un peu inquiétant. On passe maintenant au sujet du SBMM. Le SBMM sur ce jeu, c'est une vraie plaie. Petite parenthèse sur ce que c'est que le SBMM, c'est une mécanique qui fait que le jeu vous match avec des personnes qui sont de votre niveau. Et si vous le saviez pas, vous vivez dans une grotte. Les parties en pub, ce sont toutes des parties en ranked, mais juste avec pas de rang en jeu. C'est assez agaçant, tout le monde va dans des hot drops, les teammates ils déco très vite quand ils sont pas en train de faire des drops solo, mais vraiment là, les badges 4K 20 kills, ils sont difficiles à débloquer, surtout sur la région Europe. C'est pas parce que le niveau de jeu s'est particulièrement amélioré avec le temps, c'est plutôt parce que les parties se vident tellement vite qu'on peut pas avoir 20 kills. Mais bien évidemment, l'expérience que vous avez pu avoir pendant vos parties n'est pas forcément équivalente à celle que j'ai pu avoir moi, puisque nos SBMM étant différents, nous sommes probablement dans des lobbies ayant des joueurs qui sont de niveaux différents, et donc qui adoptent des comportements qui sont différents. Et force est de constater que les personnes qui cherchent à débloquer ces badges ont tendance à faire exprès de perdre plusieurs games d'affilée pour pouvoir baisser leur SBMM et se retrouver dans des parties avec un niveau moins bon, où les personnes sont plus susceptibles de rester longtemps pendant la partie. Parce que clairement, on constate que plus les joueurs ont SBMM qui sont hauts, et plus ils ont tendance à quitter rapidement la partie en début de jeu. De manière générale, le feeling des parties n'est plus aussi agréable qu'avant. Il y a un côté extrêmement tryhard à chacune des parties, qui donne vraiment l'impression de jouer en style ranked, mais en permanent. Les personnes ne prennent pas de risques, ils restent dans leur coin, ils restent dans leur building, ils jouent des armes de distance. J'en ai vu tellement qui tri-stack en pubs, quoi, et qui prennent zéro risque, même en étant 3, tout pour gagner la partie, quitte à avoir 0 kill. Donc on est là, on attend le prochain anneau, on essaie d'esquiver les attaques du Q de Maggie qui traverse le mur 1 million de fois, on essaie d'esquiver le Q de Fuse qui arrive dans la porte 1 million de fois, on esquive une grenade, 2 grenades, on esquive le tactique de H, on se fait scanner par Bloodhunt, ensuite on se fait scanner par Seer, et on attend. Et ça, moi je suis désolé, mais c'est tout ce que j'aime pas. Quand je faisais le parallèle en début de vidéo entre ce jeu-là et les fast FPS, j'ai l'impression que quand on se retrouve dans cette situation, on est tout sauf dans le fast FPS. Là, on est dans le sieste FPS au max, quoi. Après, ça, c'est pas un problème qui est dû que au SBMM, c'est aussi le style de jeu que le jeu nous
nous offre. Si les gens jouent ce style de jeu, c'est probablement parce que c'est le plus safe à jouer pour gagner. Donc le jeu est responsable un peu de cette situation, et c'est pas qu'une question de SBMM, mais aussi une question de méta. Et ces deux problèmes se nourrissent l'un l'autre et amplifient le problème général. On passe maintenant au sujet de la ranked, même si j'ai déjà commencé un petit peu à en parler avant. Du coup, la ranked, elle a été créée à la saison 2, soit 8 mois après la sortie du jeu, ça a pris son temps. Ensuite, ils se sont permis d'ajouter le rang Master, donc le Predator qui devient la Ligue des chômeurs en février 2020. Je le précise parce qu'il y en a énormément qui analysent pas suffisamment bien pour se rendre compte que ceux qui sont en Predator, c'est pas forcément ceux qui jouent le mieux, c'est aussi ceux qui ont beaucoup de temps. Ils ont augmenté les coûts d'entrée. Ensuite, les coûts d'entrée des parties ont changé en fonction des sub-ranks, et les parties sont déséquilibrées. Les alliés parfois sur lesquels on tombe n'ont pas le niveau de quelqu'un qui devrait être dans ce rang-là. C'était tellement facile de monter, il suffit juste de se cacher et d'attendre en fait, de rate, parce que ne vous inquiétez pas que des chômeurs, il y en a aussi avant les rangs Predator. Hein. Ensuite, il y avait les gens qui se plaignaient de plus en plus de l'avantage qu'avaient les tri-stacks par rapport aux solo queues sur le jeu. Les solo queues n'ont toujours pas d'ailleurs de matchmaking à part, et très probablement qu'ils en auront jamais. Ensuite, ils ont changé le système de RP vers un système de LP, du coup tout le monde devient chômeur dans l'histoire, il n'y a plus que les Predators qui sont chômeurs. Et là du coup tout ce qui compte dans la partie c'est juste avoir un certain placement pour avoir ses points. Un super système qu'ils ont importé du mode ranked, du mode arène du jeu, mode qui d'ailleurs était complètement blindé de cheaters, ça crevait les yeux et ils ont jamais rien fait contre eux, jusqu'à ce que le mode soit supprimé. Puis ensuite ils ont complètement changé d'avis, ils se sont dit qu'ils allaient retirer le système de LP, et ils sont revenus sur un système de RP un peu modifié qui est un peu plus sévère qu'avant. Puis ils ont fait un super système dans lequel ils ont supprimé le coût progressif de la ranked, et en plus de ça ils ont mélangé les différents rangs, donc un bronze pouvait se retrouver avec un diamant dans le même lobby. Du coup il y a tout le monde qui a pu aller en master cette saison-là. Après ça ils font un gros coup de volant, ils reviennent à un système de ranked précédent et mettent en place des games de promotion à la fin de chaque tiers. Et bien évidemment le SBMM pendant ces games de promotion est extrêmement sévère avec vous. À un moment je devais passer entre le rang plate et le rang diamant, ça m'a pris 114 games de promotion. Et plus je jouais et plus vraiment je constatais que je perdais toutes mes games de promotion, je revenais à la game juste avant la game de promotion et je la gagnais de manière systématique, j'avais toujours mon top 1 et je revenais en game de promotion. Et le niveau pendant les games de promotion était vachement balèze. J'ai pas de preuve de ce que je vais dire là, mais je suis quasiment sûr que c'est de la manipulation de leur part afin de garder les joueurs le plus longtemps sur le jeu. Autrement je comprends pas pourquoi est-ce que je perdrais autant mes parties. Surtout qu'après même dans les lobbies diamants, j'ai pas eu de mal à avoir des top 1. C'était vraiment que les games de promo qui étaient difficiles. Après ça, ils ont une autre version de la ranked qui était tout aussi ignoble, à savoir qu'il y avait du SBMM quand on jouait en ranked. En gros, ton rang ne veut plus rien dire du tout parce que t'es pas matché en fonction de ton rang, mais en fonction de tes stats. Ce qui se passe donc, c'est qu'il peut y avoir deux masters, tous les deux ils ont réussi à atteindre le rang master, et pourtant ils ont des niveaux qui sont absolument différents. Quelqu'un qui méritait le rang de bronze à l'époque pourrait très bien atteindre son rang de master. Il sera en gros le master des bronzes si tu préfères. Mais ça, il le verrait pas, parce que pendant tout son truc, il aurait peut-être juste l'impression d'être bon au jeu. Et ce qui est sournois avec ça, c'est qu'en plus du fait que la ranked ne veut plus rien dire, avoir un rang ça ne veut tellement plus rien dire, le truc c'est que c'est juste là pour berner les gens qui sont pas forcément renseignés sur tout ce qui se passe quand on appuie sur le bouton jouer. Et ça vaut autant pour ceux qui sont pas très bons au jeu que ceux qui y sont bons, parce que les personnes qui sont bonnes au jeu se tapent des games avec que des masters et des vrais prédas pour le coup pendant toute la saison. Et franchement, je pense que si vous réfléchissez 2 secondes, je vois pas dans quel monde est-ce que les développeurs peuvent objectivement se dire que ces idées-là que je viens de vous citer, à savoir la suppression des coûts d'entrée en ranked, à savoir le SBMM en ranked, à savoir le mélange des différents rangs pendant les parties, soient des bonnes idées. Je ne peux juste pas imaginer que quelqu'un de sincère se soit chargé de ce sujet-là de la ranked et a vraiment dégoté ces idées-là comme des idées qui régleraient les problèmes de la ranked de ce jeu. Oh bah tiens, on va rendre la ranked facile pour tout le monde, comme ça les streamers et les gens sur YouTube vont en parler, ça va nous ramener plus de monde et on va avoir plus de joueurs, et surtout ceux qui ne sont pas suffisamment bons normalement pour aller en master, qui vont se dire ah bah tiens c'est une occasion en or pour aller en master, et du coup on aura un pic de joueurs énorme sur le jeu. La seule raison que je vois dans ces pratiques, c'est que de la rétention d'audience, rien d'autre. Tout est fait pour traire la licence et ses joueurs au maximum possible, et même les récompenses aussi basiques que les diving trails pour lesquels certaines personnes se sont battues pour les choper, de base c'était censé être des traînées permanentes, donc une fois que vous les avez débloquées en atteignant votre rang, vous les gardez chez vous, et l'argument c'était qu'à chaque saison on va essayer de faire un design un peu différent pour les traînées de fumée de saut pour chaque rang, histoire que les gens aient un petit peu la carotte pour pouvoir les pousser à aller jouer en ranked. Ensuite ils ont juste arrêté de faire des designs différents pour chacune des diving trails, donc en gros si t'as déjà chopé ta diving trail pour la saison précédente pour ton rang, ça sert à rien de le refaire une nouvelle fois parce que t'auras la même récompense. Puis ils ont continué, ils se sont dit que les diving trails ne seraient plus des trucs permanents qu'on aurait sur nous, mais qu'à chaque saison faudra aller les grind encore une fois, et à la fin ils ont même complètement supprimé ces récompenses de ranked qui sont normalement un truc basique. Dites-vous bien que c'est 14 saisons de récompenses qui disparaissent de votre inventaire du jour au lendemain pour aller les retrouver dans le shop en échange de votre vrai argent. Vous trouvez ça révoltant? Bah c'est parfait, ça me fait une transition excellente pour vous parler de toutes les pratiques commerciales dégueulasses au compte d'Apex Legends. Alors petit disclaimer, même si j'aurais dû en parler juste avant quand je vous parlais de la ranked et des diving trails, je suis totalement conscient que Apex Legends avant d'être un jeu vidéo est surtout un produit commercial, et leur but c'est de se faire du fric, et c'est complètement normal, c'est le but de tous les studios de jeux vidéo, y compris les live
service. Et il y a aucun mal à se faire des thunes sur un jeu vidéo. Simplement, il y a juste une manière de le faire, une certaine éthique ou un minimum de respect à avoir vis-à-vis de son consommateur. Et j'en vois certains venir, non, c'est pas parce que le jeu est gratuit qu'il peut tout se permettre. Et techniquement, il n'est pas si gratuit que ça vu qu'il vous coûte votre temps. Et ce, même si vous pouvez vous vanter de n'avoir jamais rien acheté dans le jeu depuis que vous l'avez commencé. Du coup, on commence avec les monnaies du jeu. Normalement, il y en a 3 de base. Il y a les Apex Coins que vous achetez directement avec votre argent, que vous pouvez dépenser soit pour acheter des packs, soit dans le Battle Pass, soit pour acheter des skins directement depuis la boutique. Il y a les espèces de cristaux bleus que vous avez à chaque fois que vous ouvrez un pack et que vous tombez sur un skin que vous possédiez déjà. La valeur marchande du skin est transformée sous forme de cristal bleu que vous gardez avec vous. D'ailleurs, ces cristaux bleus, vous pourrez vous en servir pour aller crafter des skins que vous voyez dans l'inventaire. Et ensuite, vous avez des pièces rouges que vous gagnez en passant des niveaux sur le jeu. Globalement, le seul usage que vous pouvez en faire, c'est soit débloquer des persos qui sont verrouillés, ou alors choper des recolors de skins que vous avez déjà dans la boutique. Ils sont permis d'envisager l'augmentation des prix des pièces Apex alors qu'on était en plein confinement, en invoquant soi-disant l'excuse de l'inflation, alors que le jeu vidéo est juste l'un des milieux auxquels le confinement a le plus profité. En parallèle, le jeu avait un problème avec ses différentes monnaies, il était quasiment plus possible de choper des pièces rouges parce que les comptes étaient trop haut niveau, et donc passer un niveau ça prenait un temps fou. Et pour les monnaies bleues, c'est exactement pareil, parce que c'est une monnaie qui nous est drop à chaque fois qu'on réussit à obtenir dans un pack un objet que nous possédions déjà. Et avec le temps, c'est qu'il y a de plus en plus d'objets sur le jeu, donc de moins en moins de chances d'obtenir des monnaies bleues. Du coup, ce qui est de pervers avec cette mécanique, c'est que si vous faites pas très attention, si vous êtes un joueur fidèle qui est là depuis le début du jeu, vous ne verrez pas vraiment le fait que les probabilités de choper votre monnaie ont été drastiquement réduites avec le temps en raison de l'explosion du nombre d'objets qui peuvent être obtenus. Et cette technique tordue, ils ont essayé de l'appliquer aussi aux heirlooms pendant un moment. Les heirlooms, ce sont l'équivalent des couteaux sur Counter-Strike, ce sont les objets les plus chers du jeu. Au départ, la règle pour pouvoir obtenir un heirloom était d'ouvrir 500 packs, ce qui vous garantissait à 100% l'obtention d'un heirloom. Donc en gros, dépensez 500 € pour pouvoir obtenir votre heirloom, qui à l'époque était forcément celui de Wraith, vu que c'était le seul qui était disponible dans le jeu. Il était aussi possible de choper un heirloom juste en ouvrant un pack, mais la probabilité est extrêmement faible. Du coup, comme technique malicieuse, ils se sont amusés à introduire plusieurs heirlooms dans le jeu, et bien entendu à ne pas donner l'option de le choisir une fois qu'on obtient le heirloom. Ce sera forcément un truc au hasard parmi tous ceux qui sont disponibles. Et ça, quelque part, c'est pour pousser les gens à racheter plusieurs fois un heirloom jusqu'à tomber sur celui qu'ils voulaient avoir. Et ce qui peut y avoir aussi de frustrant, c'est de se dire qu'à l'époque, quelqu'un qui voulait le heirloom de Wraith, il l'avait à coup sûr, mais ensuite pour les saisons suivantes, une fois qu'il y a eu les nouveaux heirlooms qui ont été introduits, donc si tu voulais celui de Wraith, il fallait que tu joues ta chance, et potentiellement que tu dépenses plusieurs fois le prix d'un heirloom pour l'avoir. Et donc nous, on voulait des mécaniques de mouvement dans le jeu, et eux, ils viennent juste d'introduire des mécaniques d'addiction. Parce que là, ce qui se passe, c'est que les joueurs vont quelque part normaliser le fait d'acheter un ou plusieurs heirlooms, et une fois que EA va introduire les événements de collection, donc des courtes périodes de temps pendant lesquelles on a une possibilité de choper un heirloom défini si on achète tous les skins qu'il y a dans une certaine collection, eh bien les joueurs seront plus enclins à le faire, et limite ils seront en mode tiens, c'est une bonne affaire ça, parce que c'est tellement mieux que la dépense qu'on faisait avant pour choper le heirloom de notre choix. Alors que la vérité, c'est que dans les deux cas, ils se font traire. C'est juste, ils se permettent de se faire un poil moins traire cette fois, parce qu'ils ont un poil plus de contrôle, mais vu qu'ils sont déjà habitués à faire des achats dans le jeu qui sont aussi coûteux, pour eux c'est une aubaine ça. Enfin, quand je disais qu'ils se font traire, c'est surtout le cas aujourd'hui. Parce que la vérité, c'est qu'à l'époque, quand les premiers événements de collection sont sortis, c'était une bonne affaire parce que la qualité des skins était au rendez-vous. On voyait bien que les modèles qui étaient faits étaient créatifs. Aujourd'hui, il nous arrive d'avoir des événements de collection où on a juste le même recolor du même skin pour toutes les personnes. Mention spéciale à l'événement de collection de l'anniversaire d'Apex. Sauf que ce qui se passe, c'est que le mécanisme intellectuel des joueurs est déjà bien rodé à la dépense. Je récapitule. Au départ, vous payez 500 balles pour avoir votre skin. Ensuite, ça va être moitié prix et vous avez des skins qui sont super bien faits. Après, ce sera 500 balles pour avoir une chance d'obtenir un des heirlooms, ce qui vous poussera forcément à privilégier l'option précédente des événements de collection. Et aussi, ça vous met dans l'urgence de dépenser immédiatement, parce que je rappelle que les événements de collection, c'est quelque chose de temporaire. Et si vous en profitez pas, vous êtes reparti pour ouvrir des packs et jouer à 500 € pour avoir une chance d'obtenir un heirloom. Et pour les futurs événements de collection, ça va toujours être le même prix, mais ça va être des skins qui sont de moins en moins intéressants pour vous. En gros, vous achetez des trucs que vous ne voulez pas pour pouvoir atteindre le truc que vous voulez. Et ça, ils en ont bien conscience, et comme ça, ils vous gardent les bons skins qui vous font miroiter pour la boutique, où vous allez les dépenser forcément avec votre vrai argent. Et la boutique, en très simple, ça va être des skins qui coûtent vachement trop cher pour ce que c'est, et des recolors qui peuvent être sympathiques, mais qui vous obligent quand même derrière à acheter le vrai skin de base. Et c'est après avoir exploité le filon pendant je ne sais combien de saisons qu'ils ont sûrement dû constater qu'il y avait une baisse des dépenses dans le jeu, et pour y pallier, ils ont décidé d'introduire les Heirloom Shards. Les Heirloom Shards, en très gros, c'est une nouvelle monnaie qui remplace le heirloom que vous obtenez, et que ensuite vous pourrez aller échanger dans la boutique contre un des heirlooms de votre choix. C'est l'exact genre de feature qui aurait dû être dans le jeu depuis le début, et qui est absolument pas difficile à coder. Mais vu que ce serait mal connaître EA, s'ils introduisent ça, c'est aussi parce qu'ils introduisent des skins prestige. Un grand mot juste pour définir un skin évolutif avec 3 phases qui, en fonction du nombre de dégâts que t'as infligé en portant ce skin, change d'apparence, et qui est livré avec un finisher spécifique au skin.
skin. Alors ok, comme pour toutes les cosmétiques de ce jeu, rien n'est obligatoire, on peut totalement passer à côté, mais c'est dingue de constater qu'ils sont prêts à nous vendre au prix d'un heirloom, juste un skin avec 3 phases. Imaginez-vous la dinguerie de lâcher 200 balles ou 500 balles pour ça, alors qu'en face Fortnite vous l'inclut dans le Battle Pass. On en vient donc enfin au sujet du Battle Pass. Pour ceux qui sont pas au courant, c'est 950 Apex Coins le Battle Pass, et normalement dedans il y en a 1300 si vous le complétez, soit suffisamment pour pouvoir rembourser le prix du prochain Battle Pass, celui de la prochaine saison. Bon, je vais pas vraiment revenir sur ce que c'est qu'un Battle Pass, en très gros, c'est tu payes pour pouvoir avoir le droit de progresser sur un truc qui te rapporte des récompenses en jeu, et le développeur lui en échange il est content parce que ça te fait jouer et du coup tu restes longtemps sur le jeu, ça fidélise l'audience. Un des arguments principaux pour les consommateurs qui achètent les Battle Pass, c'est à la fois son prix, ça coûte 10 balles une fois, et ensuite vous êtes en mesure d'acheter tous les prochains Battle Pass à condition de les finir. Donc il y a des joueurs qui sont là depuis la saison 1, qui ont acheté qu'un seul Battle Pass et ils ont toujours un truc sur lequel progresser et des nouveaux skins grâce à ça. Les particularités des Battle Pass d'Apex, c'est qu'en général, à la fin, une fois qu'il est complété, on obtient un badge animé qui est sympathique à arborer sur notre profil, et éventuellement un skin réactif ou juste légendaire d'armes. Mais la particularité de tous ces skins, c'est qu'ils sont vraiment propres au Battle Pass, il n'y a aucun autre moyen de les avoir. Donc quelque part, quand vous réussissez à choper ce skin-là, c'est quelque chose que vous pouvez arborer sur votre personnage, et que l'autre qui n'a pas fait le Battle Pass ne pourra pas. Quand il y a des skins qui sont vendus sur Apex Legends, on les achète avec la philosophie qu'ils ne seront plus jamais remis en vente. Et ça vaut autant pour le Battle Pass que la boutique ou les événements de collection. C'est une manière basique de récompenser le joueur pour avoir été là à cette époque-là du jeu, et aussi pour l'avoir supporté financièrement. C'était vraiment comme ça que les skins étaient vendus, et ils assistaient vraiment sur le caractère exclusif de ces achats. Et là, les saisons passent, la qualité du jeu diminue sur plusieurs aspects que j'ai pu mentionner au cours de cette vidéo, et on constate que le jeu se met à nous revendre des skins qui étaient vendus pendant les premières saisons du jeu. Donc des gens qui étaient là à la saison 1, qui ont acheté leur skin dit exclusif, pour immortaliser le fait qu'ils étaient sur Apex à ce moment-là, qui se font littéralement cracher dessus par EA en remettant ça en vente dans la boutique comme si de rien n'était. Et ça vaut autant pour ce qu'il y a dans la boutique que le Battle Pass. D'ailleurs, les skins dans le jeu ont toujours été présentés comme étant un but cosmétique uniquement. Et pourtant, ils nous ont produit je ne sais pas combien de skins qui sont pour le coup un peu pay to win. Donc des skins qui vous donnent des viseurs qui sont différents, des skins où t'as une arme qui est moins grosse à l'écran. Ils en ont fait pas mal. Alors ceux-là, ils sont arrivés en même temps que la sortie du jeu. Il faut les comprendre dans le sens où c'est un design qui est très créatif. Ils en ont pas fait beaucoup qui sont aussi beaux que ça par la suite. Mais comme j'ai pu vous le dire, vu qu'ils s'attendaient pas vraiment au succès du jeu, c'était juste une erreur de parcours pour eux et ils ont privilégié le fait de s'exprimer artistiquement plutôt que de réfléchir le truc d'un point de vue compétitif. Et je pense que tout le monde les a un peu implicitement pardonnés et n'a pas tenu compte de cette erreur de parcours. Et là, nous sommes à la saison 4 et le skin final du Battle Pass a fait couler énormément d'encre. Ce skin de Flatline, en plus d'être super beau, permettait d'avoir une super vue sur les ennemis quand on visait. Et il y a eu une explosion, je pense, des ventes de Battle Pass sur cette saison pour ce skin en particulier. Il y a des gens, ils en ont rien à faire du Battle Pass, ils l'ont juste acheté pour cet avantage que donne le jeu. Même si c'est ce skin qui a lancé le débat car c'était vraiment le plus populaire, il y avait aussi un skin de R99 lors de la saison 3 dès l'achat du Battle Pass qui offrait cet avantage conséquent. Du coup ça fait beaucoup parler, il y a des personnes qui étaient juste contentes d'avoir ce skin, d'autres qui étaient en train de s'inquiéter de la direction que prenaient les cosmétiques dans le jeu. Dites-vous bien qu'on ne choisit plus des cosmétiques pour leur beauté mais simplement pour leur viseur. Du coup les saisons passent et ils continuent à produire leur skin comme d'habitude, avec certains qui ont peut-être des petits avantages par rapport à d'autres, et pas un seul mot ne sera prononcé sur ces histoires de pay to win. Jusqu'au jour où Respawn annonce qu'ils vont nerf un skin. Ouais, vous avez bien entendu. Donc ce skin là de Flatline dont je vous ai parlé, ils vont décider de modifier son viseur pour qu'il donne un avantage moins important. Et j'espère que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi est-ce que c'est dingue de faire ça. Des gens ont quand même payé ce skin pour l'avantage qu'il apportait, et du jour au lendemain ils le modifient, avec leur petite excuse du oui c'était une erreur de parcours, nous considérons que ce skin donne un trop gros avantage à cette arme, et que nous ferons plus cette erreur encore une autre fois dans le futur. Et là vous croyez que c'est la fin de la blague, mais ça continue. Parce qu'il suffira juste d'attendre quelques jours avant qu'ils mettent ce skin encore une fois dans la boutique, alors qu'il avait été sorti il y a plus de 2 ans. Donc en gros, le consommateur qui a acheté le Battle Pass à l'époque juste pour ce skin se fait rouler de 4 manières différentes. La première, il a acheté un Battle Pass. La deuxième, il a passé son temps à le grind. La troisième, il perd le skin qui lui donne l'avantage. Et la quatrième, le skin revient dans la boutique, donc il perd même l'exclusivité de ce dernier. Bon, je sais que les blagues les plus courtes sont souvent les meilleures, mais là ça continue vraiment pour le coup. Ensuite, comme souvent dans le jeu, il y a des espèces de petits événements temporaires où si jamais on fait quelques missions, par exemple tuer tant d'ennemis avec cette arme-là, un peu comme ce qu'il peut y avoir dans un Battle Pass au final, eh bien on pouvait débloquer un recolor de ce skin. Je crois même, si je me trompe pas, que c'était pour un événement anniversaire du jeu. Et alors là, je vous dis pas le temps que ça demande de réussir à débloquer ce truc. Moi qui d'habitude en une semaine et demie arrive à compléter tout un Battle Pass, j'ai été dans l'impossibilité de finir ce truc dans un délai de temps raisonnable. Ça demandait de faire tellement de quêtes sur tous les personnages que le seul moyen de débloquer la récompense en fait c'est de passer sa vie sur le jeu. Et je trouve ça juste super vicieux que de prendre l'item convoité par les joueurs et de le faire pendouiller devant eux en mode tenez, attrapez-le, attrapez-le, ah non,
tu vas jouer encore 3 semaines. Ah non, tu vas jouer encore 4 semaines. Peu de temps après, Apex Legends a fait pour la première fois un événement de collection à thème. Et cette fois, le thème c'était Final Fantasy. Et à l'issue de cet événement de collection, l'arme que vous obtenez, ça va être l'épée de Shulk. C'est donc un heirloom, sauf que cette fois, le heirloom n'est pas pour un personnage, mais pour tous les personnages. Donc si vous l'avez récupéré, vous l'avez et vous le mettez sur n'importe quel perso de votre choix. Et ça, c'est une première dans Apex. Et peu de temps après, oui, parce que les pratiques commerciales sont de moins en moins espacées par le temps, ils viennent nous présenter un super modèle de mini heirloom. Ils sont tellement prêts à tout pour que vous lâchiez quelques piécettes qu'ils ont fait en sorte de créer un heirloom un peu low cost qui s'achète directement dans la boutique. Et devinez quoi, ça ne s'achète pas avec des pièces de heirloom comme d'habitude. Pour l'occasion, mesdames et messieurs, ils ont décidé de nous introduire une nouvelle monnaie dans le jeu, des espèces de pièces vertes qu'ils appellent des pièces exotiques. Le principe, c'est que c'est pas vraiment un heirloom tout complet que vous achetez, mais une espèce de heirloom en kit. Vous avez le choix d'acheter plusieurs tiers pour ce même heirloom, histoire de débloquer certaines animations en plus. C'est comme un skin prestige évolutif, sauf que vous payez les différents tiers du skin. La carotte, c'est que les différents paliers, ils sont accessibles entre guillemets financièrement. Ils sont pas aussi chers que le heirloom. Ce qui fait que les gens peuvent investir une petite somme dans un objet et ensuite l'améliorer ensuite progressivement. Comme ça, ils auront moins la douleur de payer le prix du heirloom au total. Alors, c'est encore moi du futur. Alors, petite rectification parce que je ne suis plus trop la monétisation de ce jeu à 100% parce que ça me gave. Genre, je ne vais même plus dans la boutique. Faut un bac plus 5 pour la comprendre, cette boutique. Ça en dit long sur à quel point est-ce que la monétisation de ce jeu me gave tellement je la suis plus. C'est encore pire que ce que je pensais. En gros, ce que je vous ai montré dans le screen juste avant, c'était un événement de collection où il y avait un Qatar à choper contre des pièces de heirloom, mais ensuite, ils l'ont remis dans la boutique en permanent, et il y est toujours en ce moment, sauf qu'il a aucune animation dessus. C'est un Qatar tout nu, qui est tout noir, il y a rien dessus. Et si on veut des animations, il faut payer les animations en plus au prix d'Exotic Shards, donc les monnaies exotiques là qui coûtent cher. Du coup, je retire ce que j'ai dit, c'est pas un produit low cost, il y a que la qualité qui est low cost, je crois là. Allez, je m'en vais. Et surtout, en utilisant des pièces exotiques, donc une nouvelle monnaie, ils ont aussi plus de chances de se perdre dans les conversions entre l'argent réel et l'argent final qu'ils dépensent dans le jeu. Et là, vous dites peut-être c'est quoi le rapport avec le skin de Flatline dont je parlais tout à l'heure? Et ben la fin de la blague, c'est qu'ils ont mis ce skin de Flatline aux côtés de ce nouveau mini heirloom, et il faut le payer au prix du mini heirloom pour l'obtenir depuis la boutique. Allez, encore un ou deux trucs et j'en aurais terminé avec le Battle Pass. Au début d'une saison, ils se sont permis de rendre en cachette, sans le mentionner dans les patch notes, le Battle Pass 3 fois plus long à compléter qu'il ne l'est normalement. Il a fallu attendre que la communauté s'indigne de la situation pour qu'il rétropédale. Vous savez que les joueurs qui sont en quête de heirloom sont quand même minutieux sur le nombre de packs qu'ils ouvrent au cours de leurs heures de jeu, et que certains d'entre eux les comptent vraiment. Il a été découvert que lorsque quelqu'un obtient un heirloom, même s'il l'achète lui-même de sa poche, ça va lui reset son nombre de packs à ouvrir avant d'atteindre son heirloom garanti au bout du 500e. Donc par exemple, si vous étiez à 499 packs ouverts, il vous en restait plus qu'un pour obtenir un heirloom. Si vous prenez l'initiative d'aller acheter un événement de collection et débloquer un heirloom, votre compteur entre guillemets de packs à ouvrir avant d'obtenir votre prochain heirloom revient à 0. Et il a fallu attendre que des gens de la communauté le prouvent et qu'ensuite s'en plaignent auprès des streamers pour qu'enfin EA fasse quelque chose à ce sujet-là. Et il a fallu vraiment gratter pour obtenir ce truc. Et certains aujourd'hui demeurent encore perdants de cette histoire, soit parce qu'ils sont pas au courant de la supercherie, soit parce qu'ils ont pas réussi à obtenir gain de cause. Oui, parce que figurez-vous qu'il fallait se plaindre manuellement et individuellement auprès du support pour obtenir gain de cause sur ça. Respawn Entertainment et EA, c'est Apex Legends, mais c'est surtout et avant tout Titanfall. Et s'il y a quelque chose qu'on peut retenir de Titanfall, au-delà du fait que ce soit des jeux excellents, ça a surtout été une licence qui a été très délaissée par ses développeurs. Titanfall premier du nom était littéralement devenu injouable depuis que EA a retiré les serveurs du jeu, nous empêchant à la fois de jouer en ligne, mais aussi en solo, car le peu de solo qui existait dans le jeu se jouait en ligne. Et dans le cas de Titanfall 2, il est blindé de cheaters et manque de suivi à un point absolument dramatique. Et pourtant, ces deux jeux sont encore sur Steam et encore en vente. La communauté du jeu étant extrêmement cohésive et révoltée aussi de la situation, certains membres ont pris la décision d'essayer de hacker Apex Legends et de faire en sorte que dans le menu principal soit affiché un message d'accueil qui redirige vers le site internet savetitanfall.com. Ils ont littéralement pris en otage la licence fille de Titanfall pour pouvoir ouvrir les yeux de tout le monde sur le problème qu'il y a actuellement sur le jeu mère. Cet échec en dit long sur à quel point est-ce que leur système de sécurité est digne d'une passe-fort, à quel point est-ce que la communauté n'aime pas l'éditeur qui est derrière leur studio de cœur, mais aussi à quel point est-ce que leur manque d'éthique va bien au-delà d'Apex Legends. Cette histoire de sécurité dont je viens de vous parler me fait une bonne transition pour amorcer le sujet des cheaters sur le jeu. Là, ce que vous voyez ici, ce n'est pas une custom game, mais une vraie game en ranked, dans laquelle vous voyez un des streamers les plus connus au monde, en rang Preda, en train de se faire envahir par un essaim de joueurs qui sont contrôlés par des bots. Ce ne sont même pas des vrais humains derrière. Si vous trouvez dingue l'état des cheaters sur CS2, sachez qu'Apex Legends n'a pas de quoi rougir. Le seul anti-cheat du jeu, c'est Easy Anti-Cheat. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer plus que ça? C'est simple, depuis le début d'Apex Legends, c'est un festival. Il y a de tout, il y a de n'importe quoi. Il y a de l'aimbot, il y a de la compensation de recul, il y a du wallhack, il y a de l'augmentation
implémentation de champ de vision, il y a du soft aimbot qu'on a du mal à remarquer parce que l'aim assist fait déjà office de soft aimbot sur le jeu. Ensuite il y a des boosters, donc des personnes qui trafiquent le jeu pour se retrouver dans la même game ensemble et ensuite se donner l'un l'autre des kills et des placements sur la partie. On a la classique des smurfs que tout le monde connaît, des cheaters qui cassent le matchmaking que t'es en train de faire pour pouvoir se retrouver en terrain de jeu avec toi et aller t'y tabasser. En raison de l'état actuel du jeu avec les manettes et claviers dans les mêmes lobbies, il y a des joueurs clavier-souris qui se mettent à se donner de l'aim assist sur clavier-souris. Plus le temps passe, plus les gens sont exposés aux cheaters, plus ils sont frustrés, plus ils voient à quel point est-ce que leur développeur ne fait rien du tout pour régler le problème et à quel point est-ce qu'ils ont des pratiques commerciales dégueulasses, plus ils se mettent à cheater aussi. Il y a tout un réseau parallèle qui s'est créé autour du jeu, vous pouvez littéralement acheter votre rang, donc vous prêtez votre compte et en échange d'une somme, il y a quelqu'un qui vous monte vers le rang de votre choix. Bien évidemment, il y a énormément de personnes qui doivent faire appel à des cheats pour assurer de tels services. Et voilà, et le problème dure depuis des années, il y a des profils qui devraient être instaban tellement on voit facilement qu'ils sont en train de cheater, mais on a littéralement des gars qui postent que des clips d'eux qui cheat et ils arrivent à construire une communauté sur ça. J'ai vraiment du mal à croire que ce soit juste une difficulté à cerner ces cheaters, parce qu'au vu du nombre de reports qu'ils se prennent, franchement j'ai juste l'impression que Respawn et EA ne font rien sur le sujet du cheat, ou presque rien. Ça dure depuis des années, il y a presque pas de communication, il y a que une fois qu'ils ont parlé d'une vague de ban, ils ont embauché un certain gars pour cette position qui s'appelle Hideout. Vous avez peut-être déjà entendu parler de lui parce qu'il y a plein de fois où il y a des streamers qui ont juste décidé d'envoyer un SMS au gars qui a pris l'initiative de ban le cheater qui a pendant le stream, comme ça, sur commande. Mais clairement ce que je comprends pas c'est comment est-ce que des bans manuels c'est ce qu'on met en place à l'échelle de Apex Legends. Combien de temps ça va prendre pour pouvoir clean un jeu vidéo dans lequel tout le monde peut recréer un compte à tout moment si on fait des bans manuels? Alors on va savoir peut-être qu'il fait autre chose que des bans manuels, mais en tout cas ça se reflète pas du tout sur la situation du jeu. Je vous assure, et c'est pas une blague, on dirait que le seul retour qu'on a de Hideout, c'est bannir des gens sur commande et jouer littéralement à Apex Legends quand il est au boulot, et quand il rencontre un cheater, le ban manuellement. Est-ce que vous vous rendez compte du décalage? Jetez un œil à cet extrait s'il vous plaît. Sears on this thing. Wait, yeah, he is cheating. He is doing it. I just outplayed him so hard. Server shutting off, fatal error. Wait, did he just DDoS the server after we killed him? What the hell just happened? I just outplayed that. I just broke that kid's fucking ankles. I'm not sure, but the whole team is banned. Donc on va essayer de voir rapidement quelles sont les solutions qui auraient pu être mises en place par le jeu et qui n'ont pas été faites. Pour commencer, ça serait faire une équipe un peu plus grande que Hideout et qui serait un peu à l'image du nombre spectaculaire d'argent qui se font chaque année. Ce qui rend le sujet des cheaters relativement difficile à gérer, c'est le fait qu'ils utilisent une multitude de logiciels différents qui ont tous une méthode différente pour pouvoir cheater, et c'est compliqué de réussir à tous les contrer en même temps et surtout contrer le fait aussi qu'ils puissent se mettre à jour. C'est un peu comme la bataille de Google contre Adblock. Donc pour reprendre l'idée un peu farfelue des bans manuels au lieu de les faire de manière logicielle, si un système de ranked payant était instauré avec une équipe plus grande pour faire ces bans, alors peut-être qu'on arriverait à réduire le nombre de cheaters pendant les parties. Ensuite, concernant toutes les demandes de report qui arriveraient chez Respawn, ils pourraient mettre en place un système de trust factor en fonction des utilisateurs qui ont le plus de reports qui se terminent en ban. Et à partir de là, essayer de prioriser leurs reports plutôt que ceux d'autres. Et je sais que là vous vous dites peut-être, mais on va juste rendre le jeu meilleur pour ces personnes-là qui ont un trust factor élevé alors que toutes les autres seront toujours en enfer avec tous les cheaters. Mais la vérité c'est que la plupart des cheaters ne se situent que dans les sphères les plus élevées de la ranked, et la vérité c'est que la sphère élevée de la ranked elle est pas si grande que ça. Il y a énormément de noms que je vois revenir à chaque fois quand je joue. C'est aussi pour ça qu'il y a tant de streamers qui se rendent compte quand on est dans les rangs les plus hauts. S'ils instauraient une solution de la sorte pour la ranked, je ne sais même pas si je serais prêt à payer pour ça, parce que je n'ai aucune confiance en EA. J'ai juste l'impression que si jamais ils instaurent une ranked de la sorte, ils vont prendre l'argent des personnes qui seront abonnées à leur ranked, et c'est tout. Aucun résultat concret ne sera disponible et montré aux gens qui ont payé. Pareil pour la dernière idée, à savoir faire un truc relativement proche de ce qu'il y a avec Valorant et Vanguard. Franchement, au vu de comment ça marche, moi je suis prêt à accepter, mais force est de constater qu'aujourd'hui je ne peux pas donner de telles responsabilités à Electronic Arts. C'est la porte ouverte pour qu'ils fassent n'importe quoi dans ton ordi, et encore plus quand on voit comment est-ce qu'ils sont même pas capables de sécuriser leur jeu avec le nombre de hacks qu'il y a dessus. Juste pour vous témoigner d'à quel point est-ce que je peux pas du tout leur faire confiance pour un équivalent de Vanguard sur Apex, dites-vous que même pendant les compétitions professionnelles où il y a des catch prizes qui sont absolument gigantesques, des cheaters ont réussi à s'introduire dans les parties et faire en sorte d'installer des cheats sur les ordinateurs de certains des participants. Can we shoot height? Can we shoot height? Yeah, shoot now. I'm cheating. I'm fucking shit. I got aimbot. I have aimbot. Oh no. Okay, wait, no, I'm back. I'm cheating. No. On my ping. I knocked him there. Wait. Wait, what the fuck? Don't worry about it. I'm getting hacked. But I know. Shoot. Can you play the game? bro, I'm getting hacked. I know, but can you play? Yeah, but it's cheating. You need to leave. I didn't leave the game, right?
Yeah, I'm leaving. Like, what the f... Admin's down. Nick, admin's down. Nick, But... admin's down. I left. Et même hors hack, j'ai juste l'impression qu'ils ont une manière de coder et de gérer leur jeu de manière générale qui ressemble à du gruyère. Et quand je vous dis que le système de mouvement il est basé sur des bugs, je vous assure que j'exagère pas, hein. Quelque part, sans leur raté passé, on n'aurait pas eu toutes ces merveilles. Mais le truc c'est que leur raté ne s'applique pas que au système de mouvement. Ils sont capables de dégoter des bugs mais qui ont rien à voir avec ce sur quoi ils travaillaient. Ils seraient capables de changer les statistiques d'une arme, conclusion les bannières ne marchent plus. Et leur réactivité, elle est pas du tout au rendez-vous non plus. On va bouger à cette dernière section de la vidéo, on va parler des problèmes majeurs du jeu, que ce soit des bugs non corrigés ou qui mettent trop de temps à se corriger ou juste des erreurs de design qui sont très graves. Encore une fois, je sais que dans tous les jeux il y a des bugs, dans tous les jeux c'est normal de passer par des étapes où il y a des bugs pour pouvoir les rendre agréables et stables, mais il y en a quand même ici qui sont étranges et me font demander s'ils se posent vraiment les bonnes questions quand ils font leur jeu. Au hasard. Par exemple, le bug de l'ulti de Rampart qui s'accroche sur l'ulti de Crypto, je considère pas ça comme un truc majeur, ça peut arriver. C'est majeur d'un point de vue gameplay, mais d'un point de vue code, ça m'a pas l'air d'être une grande maladresse de leur part. Mais ce qui est perturbant par contre, c'est qu'ils ont l'air d'avoir eu l'équivalent de ce bug au tout début d'Apex Legends avec Octane et Gibraltar. Et on dirait qu'il y a pas trop de leçons qui en a été tirées. Parce qu'ensuite, ils ont refait la même erreur avec Gibraltar et Caustic. Et là, vous vous dites bien qu'un truc comme ça doit être sûrement un bug critique. C'est le truc, tout le monde se met dessus, on essaie de le régler. Il y a quand même des gens qui jouent en ranked. Et ben non, c'est resté là pendant toute la saison. Une saison entière où il y a des gens qui peuvent s'envoler avec un ulti sur un ulti. Et plutôt que de mettre des ressources à la correction du bug, ils ont mis des ressources pour bannir les personnes qui exploitent le bug. C'est la philosophie du fixe mais à l'envers. Il y a même des streamers qui plus tard se sont fait bannir pour les mêmes raisons, sauf que c'était sur un autre bug où avec Caustic et son ulti, il pouvait dash sur quelques mètres. Il y en a un qui est très connu qui s'est fait bannir pour ça. Et personnellement, je sais pas c'est quoi votre philosophie sur le truc, mais pour moi, si le jeu le permet, alors c'est que c'est normal. Et quand je dis que le jeu le permet, je ne parle pas d'utiliser de logiciels pour s'en servir, je parle juste d'utiliser ses petits doigts, ses petites mains sur le clavier, et jouer au jeu normalement, mais juste en faisant une certaine combinaison de touches, arriver à produire le bug. Non, parce que si on suit la logique de c'est un bug, alors faut pas le faire, sinon on se fait ban et c'est normal, alors dans ce cas-là, il n'aurait juste jamais dû y avoir de mouvement sur Apex Legends de base, vu que toutes les features de mouvement sont issues de bugs. Et quelque part, on se crée un avantage en exploitant ces bugs. En revanche, si jamais le créateur se rend compte qu'il est incapable de régler ce problème-là dans son jeu et qu'il continue d'être exploité, là, à la rigueur, je peux comprendre que des gens puissent se faire bannir. Mais on est très loin d'en être là. Là, par exemple, il y a vraiment eu un bug à un moment, et qui est resté extrêmement longtemps, où toutes les bannières étaient noires. On n'avait plus de bannières au lancement de la partie. On en avait un autre où, quand on équipait une certaine bannière, le jeu crachait pour nous. Encore un, à chaque fois qu'on meurt dans le jeu, il y a l'échantillonnage qui se réactive dans les options vidéo. On en a aussi eu un où nos badges de ranked disparaissaient. On a eu un bug qui restait toute une saison qui faisait que la zone nous éblouissait. On a même eu des bugs qui ont fait perdre des équipes aux ALGS où on ne voit littéralement pas la zone. D'autres toujours aux ALGS où vous soignez, vous cache la vue complètement. Aussi aux ALGS, un bug où le scan de Bloodhound ne s'arrête jamais. On en a eu un autre où ils nous ont fait perdre notre progression sur le jeu, y compris nos dépenses, nos niveaux passés, etc. Et ils ont dû revenir à une ancienne version de la base de données qui date d'il y a je sais pas combien de jours. Et ces bugs-là, c'est même pas des bugs qui sont vieux. Je suis pas en train de vous ressortir des trucs qui datent de la saison 1-2, hein. C'est très tardif. Un truc tout bête, mais l'optimisation du jeu. C'était tellement mieux quand le jeu venait de sortir. Là, on remarque juste qu'au fur et à mesure des ajouts, notre framerate est de moins en moins bon pendant les parties. Au bout d'une certaine saison, je sais plus laquelle, il y a un bug qui s'est mis à apparaître, à savoir que les deathbox font un bruit de chute à l'infini. Je précise que ce bug n'était pas là avant. Et il n'a toujours pas été corrigé. On a encore des deathbox des fois qui font des bruits pas possibles de collision ou de chute. Ensuite, on a la touche pour interagir, c'est la même pour la zipline, la porte, les objets par terre, les deathbox. Ce qui fait que quand tu essaies d'interagir par exemple avec une zipline ou une porte qui est à côté d'une deathbox, tu sais jamais ce que t'es en train de faire. Un coup t'ouvres la boîte en plein combat, un coup t'es en train de t'accrocher une zipline alors que tu voulais la boîte. C'est infernal. Concernant un truc aussi basique, une feature de qualité de vie, à savoir les couleurs de viseur. Depuis le début du jeu, il fallait utiliser un mode daltonien pour avoir accès à des couleurs. Bien évidemment, il n'y avait pas toutes les couleurs du monde, il y avait que les couleurs proposées par les différents modes de daltonisme. Et même ça, dites-vous que ça a mis du temps à arriver. Et du coup, la communauté a trouvé avec des lignes de commande à mettre au lancement du jeu un moyen d'avoir des couleurs de viseur qui sont bien plus stylées que ce qu'on a dans le jeu. Du coup, ils ont retiré cette feature, l'ont considérée comme bannissable, ils ont introduit leur feature à eux, mais qui reste quand même bien moins permissive que ce qu'on avait juste avant. Et c'est frustrant de voir que même pour un truc aussi basique qu'une couleur de viseur, c'est pas possible de l'obtenir comme on veut. Alors perso, je suis pas un joueur console, je m'en fiche, mais ils avaient quand même promis du 120 FPS sur console. Ça a mis un temps fou avant d'arriver. Tout le monde pensait qu'ils avaient abandonné l'idée, et après une éternité d'attente, le mode 120 FPS au final
final, c'est juste du rééchantillonnage qui est actif sur le jeu. Du coup, ça rend l'image moche, et vous avez vos 120 FPS. Cette option, elle est de base disponible sur PC, je rappelle. Aucun travail d'optimisation n'a été fait. Ils ont quand même réussi à sortir une légende dont le tactique ne marchait pas. Cette légende, c'est Loba, elle avait un bracelet, son but c'était de se téléporter avec, et pendant je ne sais combien de saisons, ils ont laissé Loba dans un état absolument lamentable, où c'était juste impossible d'utiliser son tactique, parce qu'à chaque fois qu'on le lance, le bracelet revient parce qu'il peut pas nous téléporter, ou alors il va se bloquer quelque part, et on reste bloqué pour le reste de la partie. Ça a été fixe très tardivement, mais aujourd'hui encore, la probabilité est certes faible, mais il est encore possible que vous lanciez votre bracelet, et qu'il ne vous téléporte pas au moment où vous y attendez. Ensuite, les serveurs, c'est une horreur. Il y a des tirs qui sont pas enregistrés. Il y a des fois, on court, on se cache derrière une porte, et on se prend quand même une balle. On a eu tellement de saisons pendant lesquelles, quand on commençait une partie, on était en slow motion, et aujourd'hui encore, je pense que tout le monde à peu près honnête saurait reconnaître que la réactivité des games quand on est en terrain de jeu, autant à la fois du shoot et du mouvement surtout, c'est clairement loin d'être la même chose que quand on est en vraie partie. Et c'est tellement honteux qu'aujourd'hui encore, il y a des problèmes qui forcent les joueurs, et tous les joueurs sont au courant de ça, à juste Alt F4 le jeu quand ils commencent une partie en ranked et se reconnecter pour avoir le jeu enfin un peu plus fluide. On peut se faire déconnecter comme ça. Parfois les reconnexions en ranked ne marchent pas du tout et on perd des points. Parfois en ranked on se fait déconnecter du match et quand on cherche à se reconnecter ça marche plus. Du coup on perd des points et en plus on se fait bannir. Code Snake, je pense que tout le monde ici le connaît. Le ping entre le tir et l'enregistrement du tir, même si vous avez un bon ping côté serveur. Mais ils ont laissé traîner le problème pendant tellement longtemps et la cerise sur le gâteau c'est que je crois que c'était vers la saison 12. Ils ont décidé d'introduire des icônes qui donnent l'état du serveur plutôt que d'avoir des solutions pour que ça marche bien. Alors ok, ça va mieux que à la saison 1, en même temps, vu comment c'était mauvais à la saison 1, on pouvait juste faire mieux. Et je vous fais pas toute la liste, mais il y en a vraiment beaucoup plus qu'on s'est tapé pendant toutes ces saisons. Et on a beau aimer ou ne pas aimer les jeux des concurrents, mais force est de constater que eux ils sont très loin d'avoir un désastre pareil niveau bug, et surtout une réactivité aussi pourrie quand il s'agit de les corriger. Ensuite je vais vous parler du visual clutter, ou en français de la pollution visuelle qui est sur le jeu. D'ailleurs ça va aussi un peu avec la pollution sonore, mais vu que j'en ai déjà parlé tout à l'heure quand je parlais du son du jeu, je vais pas me répéter. Alors un truc basique, mais l'arme sur le jeu est super grosse, je pense que vous l'aurez tous remarqué, elle prend la moitié de l'écran. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui perdent leur combat juste parce qu'ils ont du mal à voir leur ennemi tellement c'est un bazar visuel à l'écran. Il y a des effets dans tous les sens, il y a des effets de particules partout, face à une consternation que j'ai pu avoir suite à des tirs ratés pendant mes parties que j'étais sûr d'avoir touché, et j'ai remarqué que les tirs de Peacekeeper déformaient un peu la vision qu'on pouvait avoir de l'endroit, un peu comme ce que ferait du gaz, tout est déformé. Au tout début du jeu, les gens se plaignaient du muzzle flash, donc ça veut dire les flashs de tir au niveau de l'arme, qui étaient bien trop gros. Ils ont dû attendre une éternité avant qu'un truc aussi basique soit patch, et il y avait quand même du muzzle flash sur les ennemis, du coup les ennemis étaient aussi difficiles à voir, on avait des combats littéralement de 2 aveugles qui mitraillaient. Et même avec tout ça, le muzzle flash reste quand même important comparé à ce qu'il y a sur d'autres jeux, si bien qu'il y avait un moment dans le jeu où il y avait un stabilisateur de canon en or. Son plus grand intérêt, ça va vous étonner, c'est pas de stabiliser le canon, c'est le fait que ça enlève le muzzle flash de l'arme. Et ça donnait un avantage incroyable aux tireurs. On avait juste l'impression de redécouvrir le jeu quand on tirait avec ce truc. On a l'indicateur de dégâts en 3D qui te balance des flèches absolument partout à l'écran, l'indicateur de dégâts en 2D qui t'affiche les dégâts autour de ton curseur, donc pas trop loin de l'endroit où les ennemis se situent, ce qui rend parfois difficile le fait de juste les remarquer, l'animation pourrie qu'il y a quand on se fait crack notre shield, l'animation pourrie qu'il y a quand on passe un niveau avec notre shield aussi, qui me casse également les oreilles, l'animation qu'il y a quand on devient kill leader de la partie, qui me casse également les oreilles, le Q de Cyr qui fait un gros flash à l'écran, qui me casse également les oreilles, sur l'ancienne version de Revenant son Q, l'ulti de Maggie qui est absolument impossible à éviter, qui fait à la fois un boucan visuel et sonore, mais lui par contre il est inégalé. En plus elle sort en une demi-seconde, le sort de sa poche, elle balance la boule, et la boule est quasiment impossible à esquiver vu qu'elle a une hitbox qui est absolument débile. What the fuck just hit? On a passé je ne sais combien de saisons avec aucune option pour empêcher les sorts d'arrêter de changer le champ de vision quand on les utilise. Par exemple, quand on utilise l'ulti de Bloodhound, notre champ de vision augmente. Pareil quand on utilise le Q de Octane. Pareil quand on prend un jump pad. Changer le champ de vision, c'est aussi changer la manière dont tu vises. C'est un truc de base dans l'FPS. Mais il y a aussi autre chose, c'est qu'augmenter ton champ de vision, c'est augmenter le nombre d'éléments affichés à l'écran en même temps, et donc augmenter la charge de travail sur ton ordinateur. Et donc indirectement, sur la plupart des configs, ça réduit juste le framerate de faire ça. Et le framerate, ça a aussi un impact sur le feeling qu'on a quand on est en train de viser. Salvo is a syndicate world now. Salvo was a free world! No matter who's
Bref, pour conclure, même si les bases du système de mouvement, de la direction artistique, du gunplay, enfin tout ce qui nous avait fait aimer le jeu est toujours présent aujourd'hui, j'ai du mal à voir pour autant un avenir radieux pour cette licence. Parce que tous ces points sont en train de perdre en qualité, et le temps nous a prouvé que s'il y avait des problèmes sur le jeu qui ne sont pas réglés, ce n'est pas faute de temps ni de moyens. Le jeu a explosé des records de revenus qui sont absolument incroyables, pour autant les joueurs ne voient pas le fruit de cette réussite financière dans le jeu. Ils sont juste là pour nous traire et ça crève les yeux. Ils ont aucune ambition de rendre leur jeu bien, et ils veulent juste de l'argent de manière immédiate avec le moindre effort, quitte à ce que ça tue le jeu. Et le pire dans tout ça, c'est que je n'ai même pas l'impression que ça leur est plus profitable de faire ça que de vraiment s'occuper de leur jeu. Leur jeu a un potentiel qui est unique. S'il a réussi à scaler une place aussi puissante dans le Battle Royale en 2019 alors qu'il y avait déjà PUBG et Fortnite, c'est qu'ils avaient vraiment une formule qui est unique. Et quand on voit à quel point est-ce que la communauté est grande et à quel point est-ce qu'elle est aussi tenace, parce que l'air de rien, tout le monde est resté très longtemps. Et j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de jeux qui peuvent se vanter d'avoir une communauté aussi solide que celle d'Apex. La vérité, c'est qu'ils seraient plus transparents au niveau de leur communication et ils bosseraient sincèrement sur les problèmes que le jeu a, mais les gens achèteraient leurs événements de collection et leurs autres Battle Pass et autres bêtises avec plaisir. Il y a une forme de donnant-donnant dans l'histoire et j'ai l'impression que eux, ils y gagneraient en argent par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui. C'est triste de voir la quantité de gens qui quittent le jeu à cause de leur comportement. Pour vous donner le contexte actuel au moment où j'écris la vidéo, les sujets dont on parle le plus, c'est les cheaters et le fait que plein de joueurs pro n'ont pas été payés pendant les LGS. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi au regard de la philosophie qu'ils ont sur ce jeu et la manière dont ils comptent se faire de l'argent en utilisant ce jeu et leurs consommateurs, c'est la dernière mise à jour qui vient de se passer au sujet du Battle Pass. Là, ils viennent de changer un truc aussi basique qu'un Battle Pass pour pouvoir nous faire payer à chaque split de mi-saison 2 fois le prix du Battle Pass. Et ces prix-là, vous allez les payer avec votre carte bleue car il n'est plus possible d'aller choper le Battle Pass avec les pièces que vous avez déjà. Donc si une saison devait durer 3 mois, eh bien tous les 1,5 mois, vous allez payer le prix d'un Battle Pass. Et vous aurez moins de niveaux dans le Battle Pass qu'il y en avait de base, donc des récompenses moins intéressantes. Et pour moi, ce move, ça prouve à quel point est-ce qu'ils ont aucune limite et aucune honte. Même si vous êtes peut-être pas d'accord avec tout ce que je dis au regard des bugs que j'ai pu lister, peut-être que vous m'avez trouvé trop sévère sur certaines choses, mais il faut bien que vous vous dites que tous ces trucs sont étalés sur la durée et que en parallèle, on voit juste un focus de la part de EA sur la boutique, sur l'achat, sur comment nous faire dépenser, et que à côté, il y a la maison qui brûle, quoi. La communauté s'est indignée de la situation, énormément de personnes ont pris la décision sur le coup de quitter le jeu. Je l'ai appris en faisant cette vidéo, j'étais pas au courant. Comme quoi, je suis pas seul dans l'histoire. Mais attention, moi je quitte pas parce que le Battle Pass a augmenté de prix. Je quitte parce qu'ils sont extrêmement insultants envers la communauté et qu'ils n'ont aucune ambition de faire marcher ce jeu correctement. Si vous voulez continuer à jouer au jeu, allez-y. Moi je suis pas là pour vous dire d'arrêter. Mais j'aimerais juste que vous preniez bien conscience de ce dans quoi vous vous embarquez. Parce que pour peu que vous ayez des ambitions sur ce jeu-là, vous serez tout de suite freiné par les points dont je vous ai parlé plus tôt. Et attention, quand je dis ambition, je parle pas forcément d'aller en scène pro. Et ensuite, il faut aussi que vous sachiez que s'il y a un seul levier que la communauté a vraiment pour pouvoir faire changer d'avis EA sur ce qu'ils font, c'est bien le pouvoir économique. Plus vous continuez à leur acheter des skins, à leur acheter des Battle Pass hors de prix, et plus ils continueront à être encore plus odieux dans la manière de vous vendre des trucs. J'ai beaucoup critiqué EA jusque-là, mais je pense que je peux aussi critiquer un peu les joueurs, parce que j'imagine que pour en arriver là, il a fallu que trop de joueurs investissent de l'argent dans le jeu. Et je dis pas qu'en soi le faire c'est mal, je l'ai fait aussi. Et je dis pas ça parce que je l'ai fait. Simplement pour qu'ils aient pu atteindre des chiffres d'affaires aussi grands que ce que j'ai vu, je pense qu'il y en a beaucoup qui dépensent de manière démesurée. Et j'estime aussi qu'à un moment, il faut savoir dépenser de manière responsable. Et je dis pas ça juste pour ne pas se retrouver à la rue à la fin du mois, mais aussi pour choisir un peu mieux les projets que l'on choisit de supporter avec son argent, surtout quand ils sont du genre à diriger des industries. Pour ma part, je continuerai à suivre le jeu, je le regarderai un peu plus de loin maintenant. J'y jouerai toujours de temps à autre, mais je pense vraiment pas être investi comme j'ai pu l'être auparavant. Je suis même pas sûr qu'à un moment, j'aurais envie de me taper la ranked au complet. Après, je vais pas dire que je pars vraiment pour toujours, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, je ne trouve pas mon compte dans le jeu. Et si vous êtes encore à ce stade de la vidéo, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker la vidéo, etc. pour faire décoller la chaîne, ce serait vachement sympa. J'ai 2 chaînes, il y a Energy Match sur laquelle il y a plus de contenu lié au gameplay, aux jeux vidéo, etc. L'autre chaîne, Mash, sur laquelle je poste des contenus qui sont plus travaillés niveau montage. Après, il y a toujours les réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, vous pouvez aller follow, je poste des petits clips ici et là. Et je vous laisse sur un diaporama de plein de bugs dont je vous ai pas parlé sur le jeu.
Au moins maintenant on peut acheter le Battle Pass de la prochaine saison en avance.